Bien, bonsoir à toutes et à tous pour la deuxième partie de l'épisode de la traversée, le quatrième épisode de la traversée. Pour ceux qui étaient là lundi, vous savez que nous avons été beaucoup trop prolixes et que nous n'avons pas fini dans les temps. Donc on s'est réservé un créneau, on va dire d'1 heure et demie, pour conclure sur les séries et les films qu'on a vus ces 2 derniers mois. Je suis, comme à l'accoutumée, accompagné de Bernotte. Bernotte, bonsoir. Bonsoir. Pas trop fatigué, tout va bien. Je viens juste de me réveiller, donc je suis encore la tête un peu dans le nuage, mais ça va le faire. C'est le professionnalisme à toute Bien, épreuve, la capacité exactement. d'improviser. Bon, le programme étant assez chargé, on a quand même une dizaine de choses à évoquer et Mm. dans le meilleur des mondes, on commente juste après le State of Play. Donc Ouais, c'est ça, c'est le projet. on va commencer sans plus attendre. Vous avez la liste, hein, bien sûr, sur le layout, à droite du layout, donc la liste des œuvres. Et comme vous pouvez le voir, ça va être toi, Bernard, qui va commencer, puisque Oui. tu vas nous parler de Lupin dans l'ombre d'Arsène. Alors, on avait terminé le précédent podcast, c'était pas voulu, évidemment, comme l'a dit Cadencia, on avait été un peu trop ambitieux dans la liste des œuvres à évoquer. Et en fait, le but, c'était on terminait sur Arsène Lupin et on parlait de sa réécriture moderne sur les plateformes de streaming, Netflix, etc. Donc, ce qu'on avait dit sur Lupin, moi et Cadencia, on avait lu Gentleman Cambrioleur. J'étais allé un petit peu plus loin en ce qui me concerne, puisque j'étais parvenu à lire jusqu'à l'Aiguille creuse avant la diffusion du podcast. Je parlerai de Contraire Cholmes et l'Aiguille creuse dans le prochain épisode de La Traversée, mais que c'était ce côté un petit peu... on était encore dans les balbutiements de Leblanc, qui essayait de trouver sa formule, qui était, en l'occurrence, dans Gentleman Cambrioleur, assez légère et proche de Conan Doyle, enfin de ce que faisait Conan Doyle avec Sherlock Holmes. On avait plus un détective slash gentleman cambrioleur que l'inverse. Mais on avait noté des qualités d'écriture indéniables, une qualité de narration également, un récit polymorphe vraiment bien vu. Et donc, c'était plutôt intéressant de voir comment est-ce que, eh bien, alors j'ai plus le nom du réalisateur en tête, mais il me semble qu'au moins sur les 4 premiers épisodes, c'est celui qui a réalisé Insaisissable. Je ne sais plus, j'ai plus le titre anglais, étonnamment. Je vais te le dire aussi le nom du réalisateur, Ouais, je te laisse merci. continuer. Donc oui, et donc quelqu'un qui avait l'habitude de faire des films de prestidigitation. Moi, j'ai pas vu Insaisissable. Je sais que Cadencia les a vus il y a longtemps. Au moins le premier, peut-être. T'as au moins vu le premier, je crois. Les deux, et en anglais, c'est... Les deux, d'accord. Ah, bah non, mais on va chercher aussi, sinon les gens vont se moquer de nous. Ah oui, non, mais impossible de retrouver. Now You See Me. Ah oui, si, oui, voilà. Je savais qu'il y a un truc du Not Tell, quelque chose comme ça. Bon, c'était, oui, tu veux dire. Je regardais du coup à la réalisation qui on avait, et alors là j'ai les noms, j'ai les noms, peut-être que ça va te dire quelque chose, hein, série créée par George Kay, François Uzan. Mhm. Après, après à la production, Isabelle de Gorge, Nathan Franck, Martin Jobert, je sais pas si ça t'évoque des souvenirs. Ben, moi, c'était surtout pour Lupin, c'était Louis Leterrier. Ah, c'est Louis Oh. Leterrier, mais alors qui doit être sur des épisodes spécifiques, parce que... Oh, oui, Oui, d'accord, oui, voilà. oui. Il est d'accord, Il- c'est sur les 4 premiers, il me semble, les 3-4 premiers. ça, en fait, vu qu'il y a pas Euh, mal de réalisateurs différents, ils le mettent pas c'est ça. dans le truc directement. Oui, c'est Louis D'accord. Leterrier, je vois dans la fiche technique, tout à fait. Et donc, bon, moi, j'ai pas vu. J'ai pas toujours eu nécessairement une bonne réputation sur les Now You See Me, mais j'étais au moins intrigué parce que je trouve que réadapter Lupin à notre époque, c'est a extrêmement de sens. Et je préfère le dire tout de suite, si ça vous pose problème qu'Arsène Lupin est noir, vous pouvez fermer le podcast et on vous remercie même pas d'avoir écouté jusque-là. Parce que, au contraire, l'idée de faire d'Arsène Lupin cette figure moderne qui en plus fait partie de la catégorisation sociale des minorités et des invisibles, c'est extrêmement pertinent avec ce que racontait Leblanc en son temps. Exactement, et c'est quelque Donc chose ça, qu'on voit dès le début, même, enfin,
encore de manière assez légère dans donc le Oui, recueil qu'on a évoqué, Gentleman Cambrioleur, mais qui est quelque chose de très important et au cœur de la logique lupinienne. Donc, oui, non, mais ça- tout à fait. En fait, tout était censé, tout cocktail était là pour faire quelque chose d'extrêmement réussi, d'extrêmement prenant. Est-ce que le pari a été réussi? Moi, je suis plutôt mitigé, mais c'est indéniable que c'est un succès populaire et que ce que voulait faire Louis Le Ternier en coopération avec toute son équipe, bah, ils l'ont plutôt réussi. Puisque avant même de rentrer un petit peu dans ce que j'ai aimé, moins aimé dans la série, de son synopsis, et même ce qui est de son synopsis, ce qu'il faut savoir, c'est que Lupin dans d'Arsène, c'est un énorme succès populaire qui permet aux plus jeunes, mais pas que, même des personnes adultes, etc., euh, de s'intéresser aux écrits de Leblanc. Donc, quoi que je puisse penser de cette série télé, quoi que je puisse en dire, ce que je peux lui reprocher, etc., ce que je regrette, je ne peux pas lui enlever ça, et en ce sens, c'est un énorme succès. C'est une réécriture qui, à mon sens, manque les grandes qualités de Leblanc, mais pour autant, c'est loin d'être un projet vain. Et le fait que ça a permis à tout un public de redécouvrir Leblanc, de redécouvrir Lupin, et d'avoir en plus cette figure moderne qui permet de remettre, parce que c'est ce que fait la série, de remettre sur le devant de la scène la question des invisibles et des minorités, à mon sens, pas suffisamment. C'est un début, on va dire. Peut-être que la partie 2 fera mieux, peut-être que la partie 3, si le succès est toujours au rendez-vous. Rien que ça, je peux pas enlever ça à la série. Je peux pas enlever que c'est une réussite de ce point de vue. Donc, à mon sens, le succès, ne serait-ce que ce point de vue-là, est plutôt mérité. Et parce que, alors je connais pas le cast Oui. précisément, mais enfin les gens qui sont à la création, à la réalisation de la série, mais pour rebondir sur le fait que tu disais, oui, en effet, il y a dans l'esprit cette idée de remettre les minorités, et donc là les personnes racisées en avant. Est-ce qu'on n'est finalement pas, pour parler crûment, sur une bonne série de blancs quand même? En fait, c'est là où j'avais dire quand l'idée est bonne. Genre, je suis totalement d'accord avec l'idée. L'idée est géniale. Mais c'est que ça va jamais assez loin. C'est ça, et du coup... C'est gentil. Et voilà, oh, il y a un début. En espérant que la partie 2 creuse un peu plus. On peut toujours y croire, on peut toujours espérer, mais c'est vrai que... Mais du coup, ça fait un peu bizarre parce que t'as malheureusement l'impression qu'on remplit genre un cahier des charges en fait, qu'on remplit le cahier des charges de la représentation et des c'est là où c'est terrible parce que je pense que le but, même puisque l'idée est tellement chouette, que c'était pas juste une idée de cahier des charges, mais quand tu vois qu'à la réalisation, il y a à l'écriture, il y a tellement de personnes et que, à ma connaissance, de ce que j'avais vu, moi, peut-être que j'ai mal fait mon travail de recherche, et des noms que tu as dit, Cadencia, bon, bah, c'est très blanc quand même. Et enfin, du coup, c'est un peu ça, c'est genre l'idée est bonne, et l'exécution, par contre, laisse un peu plus à désirer, enfin, sans être médiocre, c'est... Ça va donner un rôle iconique à Omar Sy, et je pense que pour beaucoup, Arsène Lupin, notamment pour les plus jeunes, ça sera Omar Sy. Donc rien que ça, sur le papier, c'est chouette. Mais ça s'arrête là. Donc on peut espérer que la partie 2 aille plus. Peut-être, puisque là, en gros, la base a été posée et que la partie 2 va justement un petit peu se focaliser sur la lutte contre le vrai méchant qui est indéniablement politique. Peut-être que justement on va s'avancer, je ne peux qu'espérer, non pas que j'y crois dur comme fer, mais j'espère. Peut-être on peut espérer qu'on avance dans cette direction justement et on va remettre un petit peu, on va aller beaucoup plus loin dans ces idées-là, les creuser davantage. Mais c'est vrai que là, c'est le gros problème que j'ai, c'est que chouette concept, exécution. Alors pour replacer l'histoire, évidemment, ce n'est pas Arsène Lupin, c'est quelqu'un qui prend l'identité d'Arsène Lupin, qui suit son héritage. Ce qui est une idée très chouette, je trouve, et qui est peut-être même plus fine encore qu'Arsène Lupin, parce que comme on a vu qu'Arsène Lupin a ce statut iconique, je trouve ça d'autant plus intelligent de faire une série, de faire des films qui parlent de l'héritage de Lupin, plutôt que directement sur Lupin. Je dis pas que adapter. Il y a un jeu métafictionnel, en fait, dessus. Exactement, ouais. Il y a toujours cette idée, et la série le fait plutôt bien, au moins sur ses premiers épisodes, mais est-ce que Lupin existait, en fait
Et c'est quand même c'est un personnage de fiction, ce qui est décrit est si réel et si ancré dans une certaine réalité que il aurait très bien pu exister en soi. Et ça c'est plutôt bien. J'ai dit les qualités, voilà, ça s'arrête là. Dur, un peu dur quand même. Un peu dur. Et je répète, c'est pas du tout pour dévaluer, enlever un peu. Oui, merci, dévaluer. Pardon, c'est mon anglicisme qui parle. Dévaloriser un peu ou vraiment mettre en avant. Ah, vous avez aimé ça. Écoutez, non, mon envie, on s'en fout. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'idée est bonne et ça va pas assez loin parce que le personnage d'Assandia est cool. Il est amusant. Omar Sy s'éclate dans le rôle. Il est vraiment chouette. C'est là qu'on voit que, parce que bon, Omar Sy, malheureusement, c'est toujours un peu les films comiques et même s'il était bon dans ce qu'il fait, il s'est enfermé dans ce rôle-là. Là, c'est chouette de voir Omar Sy sous un autre personnage et on voit qu'il est tout à fait capable, qu'il a tout à fait l'étoffe d'interpréter un Arsène Lupin beaucoup plus moderne. Le problème, c'est que, mon Dieu, les poncifs d'écriture. Il y a plein de scènes où on regarde, on passe la séquence et on se dit « Oh my God, it's French ». « Oh mon Dieu, c'est français ». Il y a des dialogues qui n'ont aucun sens, il y a certaines, enfin, du moins, qui n'ont aucun sens dans la bouche de personnages qui sont censés être des enfants. On a un gros problème en France pour écrire les adolescents. Je ne sais pas comment on se foire à ce point, mais on se foire. Il y a d'autres scènes, des poncifs, là où c'est plus problématique, c'est que c'est un peu les Frenchies qui veulent imiter les Americans, dans le sens où ce que fait la série en termes d'écriture, c'était bien dans les années 90. Maintenant, ce que fait la concurrence américaine, britannique, anglophone et ouvrant encore plus le spectre comparatif occidental, c'est à des années-lumière de ce qui se fait actuellement dans le monde sériel. C'est encore un peu trop ancré dans une certaine époque, ça montre notre retard. Et si encore c'est dans cette idée de on joue un peu sur la nostalgie des années 90, pourquoi pas? Mais c'est pas le cas de la série en fait. Elle s'ancre dans une réalité qui est la nôtre, qui est extrêmement moderne, et elle échoue parce que les personnages sont d'énormes caricatures. Dans les écrits de Leblanc, il y a ce côté effectivement des personnages qui sont un peu stéréotypés, mais ça fait partie de l'accessibilité du canon, c'est que ce sont de vrais personnages en fait. Et puis le dialogue, les dialogues chez Leblanc sont écrits quand même de façon à être naturelle pour des personnages de cette époque-là. Enfin, quand vous écoutez, il y a eu c'est passé assez récemment, je crois, sur France Culture, cet enregistrement audio de quelqu'un d'un kidam en fait, qui parle au 19e siècle ou au début du siècle, peu importe. Et tu sens ce côté un petit peu un peu ampoulé aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça, dans la manière de parler, mais c'est quelque chose qui paraissait naturel à l'époque. Ouais. Et moi je pense que, tu vois, cette discussion-là, ça me fait penser à d'autres éléments qu'on a évoqués, et notamment le fait que, en off, bien sûr, le fait qu'on ait pu parler de la manière dont le cinéma français écrit des dialogues qui genre se veulent beaux, genre des beaux dialogues, des belles répliques, typiques époque Nouvelle Vague, quoi. C'est ça. Resté, sauf que c'est complètement, comme tu le dis, en décalage, genre entre ce que les personnages représentent et le contexte dans lequel ils s'inscrivent, et le style auquel ça renvoie, le style auquel les dialogues renvoient. On serait dans un film qui s'inscrit vraiment dans cette démarche de Nouvelle Vague, dans une série télé, dans cette démarche de Nouvelle Vague avec un environnement un peu surréaliste. Et décalage entre l'environnement, les personnages, etc. D'accord, mais c'est pas le cas là. Là, il n'y a pas un décalage entre les personnages et l'environnement qui les entoure. Justement, au contraire, c'était prendre des figures classiques de Leblanc et les ancrer dans notre époque. Ce qu'ils ont fait, mais il y a encore ce problème d'écriture, ces lourdeurs, ces poncifs grossiers. Par exemple, on sent qu'il y a une démarche d'être volontairement accable. Et en même temps, le flic qui est une ordure, j'en dis pas plus, c'est même pas le Ganimard un peu de la Ganimard inspecteur qui est compris. Enfin, c'est même pas vraiment le Ganimard dans l'ombre d'Arsène. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec ce commissaire, mais ils vont l'humaniser à un moment. Donc tout le propos, il se voit considérablement nuancé. On a un cast policier qui figure quand même beaucoup de minorités. Et donc c'est de la représentation, mais on le met du côté des ennemis. Alors même, évidemment, c'est pas les méchants flics, mais quand même, vous voyez un peu la démarche de
Non, mais les flics sont gentils en fait. C'est personne se comprend et il y a juste un vrai méchant et c'est ce politique qui est tellement stéréotypé méchant, on dirait le bad guy, le vilain d'un cartoon, d'un dessin animé qui est diffusé le dimanche matin. Genre t'es fou. C'est aussi ça le truc, c'est que enfin, le blanc, il faut le remettre aussi dans son contexte, c'est quelque chose qui est écrit au début du siècle, du coup c'est pas quelque chose, enfin, ce discours sur la police qu'on va trouver chez le blanc, et le fait de, par contre, prendre l'idée originale de remettre en avant des personnes qui peuvent être pauvres ou des minorités Oui, raciales, ça a besoin aussi de s'adapter au contexte actuel et exactement. avec les violences policières et etc. Enfin, tout ce qui tourne autour. Et donc, tu dois en fait assumer ce discours-là et donc créer des flics qui sont genre, enfin, des belles Mais raclures. on, Euh, on- on dirait que la série l'assume pas en fait. C'est ça qui est regrettable parce qu'il y a des petits moments d'épiphanie où ça va critiquer le colonialisme français, mais ça va s'arrêter une punchline. hmm, Ça pourrait être une punchline Twitter. Et c'est pas suffisant pour une série télé qui part de ce postulat-là. Alors, est-ce que ça se regarde bien? Oui, c'est correctement monté, c'est plutôt bien rythmé. Il y a suffisamment de péripéties. Est-ce que les péripéties en question sont plutôt bien écrites? Pas vraiment. Ça prend des idées. En fait, ça adapte plusieurs histoires d'Arsène Lupin et ça les mélange pour en faire un Glooby-Boulga un peu plus cohérent. Où là, dans Gentleman Cambrioleur, c'était surtout des nouvelles en fait, qui, même si on voyait une progression, oui. chaque histoire se voulait séparer à l'exception des deux premières. Hmm, Mais là où les twists dans le blanc faisaient du sens, parce qu'il y avait ce côté très Conan Doylien, où, ah mais oui, bien sûr, ça, hmm. c'est la petite chose qu'on n'a jamais pensé et qui fait pleinement sens. Là, c'est un peu comme moi ce que j'ai tout du moins de l'imaginaire de insaisissable. C'est gros, Oui, c'est bien sûr. c'est c'est du fluff, c'est presque magique, mais ça marche pas en fait. Hmm. On n'y croit pas un seul instant. Alors oui, ça joue sur ah là là le côté un peu surprendre le spectateur. Moi, ça m'a jamais surpris puisque comme je l'énonçais plus tôt, c'est tous les poncifs. Les poncifs, je les connais par cœur. Donc il y a rien d'impressionnant en fait. Mais en soi, j'imagine que pour un lecteur qui est moins habitué, un lecteur pardon, un spectateur qui est moins habitué à tout cela, oui, ça peut marcher. Mais c'est pas ce que j'attendais de Lupin. Oui. Après, il faut aussi voir, et c'est ce qu'on a dit au départ, que je pense qu'il y avait vraiment cette volonté d'être un succès populaire et du coup de ramasser genre le maximum de public. Donc, enfin, ça paraît une formule en fait et même un message qui est Ouais. parfaitement calibré pour un jeune Et public, quoi, puis, genre à des adolescents. et pour le public américain, anglophone, étranger, tout du moins le marché étranger, bah, il y a ce petit côté exotique français. Quand même, ça joue sur des choses qu'on a déjà vues mille et une fois dans leur production à eux. Bon, bah, il y a ce côté, ah, ça se passe en France, ça parle de Lupin, etc. Je veux dire, le concept en lui-même est extrêmement attrayant. Mais de toute façon, le fait est que on soit dans un espace français, tous les clichés sont autorisés. Tout est accepté. Enfin, on a très bien vu avec les séries récentes et la série américaine Emily in Emily Paris. in Paris, oui, tout C'est à fait. genre, bon, bah voilà, non mais et quoi encore Paris, c'est surtout. C'est la misère, quoi. Ah C'est non, mais pas. c'est Emily in Paris, j'ai juste vu un extrait. Il y a un moment, il y a un jeune étudiant qui lit du Proust en prenant la pause du penseur de Rodin. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. Et leur T2, c'est 110 mètres carrés. Non, mais. Et c'est pour ça que tu vois, je pense que. Même si tu dis ça, mais il me semble que tu l'avais évoqué, les critiques, les critiques internationales sont quand même plus sévères que ce qu'on peut lire en France à propos de Non, c'est Lupin. l'inverse Non, en c'est fait. l'inverse, d'accord. Ok. C'est l'inverse. En France, là où c'était plutôt mitigé, on avait quand même des critiques qui étaient, oui, bon, bah, on a déjà vu ça mille fois, D'accord, en fait, d'accord, c'est pas d'accord. très impressionnant. Aux États-Unis, non, c'était au contraire beaucoup plus bienveillant. Et il faut dire que aux États-Unis, Omar Sy est adoré. C'est Oui, vraiment un oui. acteur français qui est très connu et extrêmement apprécié pour de bonnes raisons. C'est un bon acteur. Et c'est vrai que bon, bah là, c'est Omar Sy qui s'éclate pendant 5 épisodes, avec en plus ce petit côté. En fait, en France, c'est le renouveau de Lupin, etc. Avec tous les débats et les polémiques de merde qu'on s'est tapé venant de la droite et de l'extrême droite. Lupin noir. Oui, N'en parlons complètement. même pas. Mais c'est vrai que Mais aux États-Unis, c'était vraiment marketé comme bon, bah, c'est du blockbuster. et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu en parallèle, enfin dont la situation fait écho un peu à ce qu'on a vu avec bah, les James Bond
Euh, Quand on nous a annoncé, je ne sais plus qui est l'acteur qui a été choisi, mais qui est un acteur noir. Il est fait. Ah bah c'est plus lui en fait, Ah, c'est c'est pas plus lui. lui en fait, Non, non, la polémique a eu raison de. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un site qui s'est un peu envolé pour rien. Et je crois que l'acteur a été choisi avant même la polémique et c'était pas Idris Elba. L'acteur Ah qu'ils oui, ont d'accord, choisi c'était néanmoins, Idris c'est Elba. Tom Hardy. Et Ah ok, oui, bah écoute. je déteste cet acteur, donc c'est super. Voilà, une génération de James Bond qu'on ne regardera pas. Alors que Idris Elba était parfait, mais bon. Oui, complètement. Regardez Luther, c'est parfait. Voilà. Mais parfait. enfin, oui, enfin, je pense que voilà, c'est le gros problème en fait, enfin le gros problème, c'est gros entre guillemets, mais le problème qu'on a là avec Lupin, c'est le fait que tu sens des intentions, mais ça ne les remplit pas complètement, et du coup c'est décevant en fait. Ouais, c'est très décevant et non seulement ça joue sur du classicisme qu'on a déjà vu dans les twists, l'écriture, ça ne parvient pas, pardon, à reproduire la qualité de l'écriture policière de Leblanc et les idées qui sont vraiment intéressantes, vraiment intelligentes pour modéliser le personnage, bah, ça reste à l'état d'idée. C'est chouette sur le papier. Dans la série, bon, bah, au mieux, c'est d'accord, you tried, mais ça s'arrête à là en fait. C'est bien d'avoir essayé. Donc, sacrément dommage. Voilà. Pour moi, c'est une belle opportunité manquée. Une fois encore, est-ce que je me suis ennuyé? Non. Est-ce que je comprends le succès populaire? Oui. Mais j'en ressors tout de même très déçu. Après, il ne reste qu'à attendre donc la saison 2 pour voir si ça se Je regarderai, voilà, je regarderai, je serai là pour vous faire le compte rendu. J'ai de l'espoir, mais peut-être que j'en attends encore trop. C'est ça. Bien, Mon mal. on le verra. On sera là pour en parler. On parle beaucoup trop, comme d'habitude. Donc il va falloir imprimer un rythme. Pour être honnête, il y en a, ça va aller très vite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bah justement, enfin, on parle de quelque chose qui va aller assez vite et ça va être le cas parce que là, on va attaquer Elementary, la saison 1, que pour le coup j'ai regardé et que j'ai regardé à nouveau, eh bien parce que tu en parles souvent, on en a parlé dans l'épisode estival de La Traversée, le premier épisode, et la pression sociale était trop forte, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à nouveau, de voir si ça allait être mieux que ce que j'avais ressenti à l'époque, et la réponse est clairement oui. Alors c'est un énorme oui. Je vais pas m'attarder trop longtemps parce que la discussion était très intéressante sur le premier épisode de La Traversée, donc je vous y renvoie plus tôt. Mais tu avais évoqué le fait qu'aujourd'hui, Sherlock, c'est Sherlock BBC, c'est le côté, enfin, c'est ensuite la représentation blockbusterisée avec Robert Downey Jr. Oui. Et la version donc avec Johnny Lee Miller, celle d'Elementary. Et c'est vrai qu'il y a une fraîcheur dans le Sherlock d'Elementary, qui pourtant retient les racines du Sherlock d'Olien, que c'est tellement agréable. Enfin, c'est tellement agréable d'avoir quelque chose qui s'ancre vraiment dans un autre contexte contemporain, qui le fait de manière réaliste et crédible, tout en gardant le côté un peu théâtral, très quasi lyrique en fait de Sherlock original. Ils ont réussi à créer une scission entre Sherlock Holmes et le reste du cast. Parce que dans Sherlock BBC, comment ils mettent en avant que Sherlock Holmes est différent des autres en le faisant simplement un immonde connard. C'est un immonde connard qui est très intelligent. Là, il a ce côté profondément théâtral. C'est comme si on regardait une série télé américaine plutôt classique dans le genre policier, et vous avez Sherlock, le personnage de Sherlock Holmes, qui lui garde un peu ses qualités de personnage victorien et les maintient avec son côté très théâtral, son anglais très vif, très littéraire. Le mot est peut-être un peu fort, mais au moins plus papier que télé. Et c'est vrai que ça, là-dessus, il faut quand même féliciter le choix de casting de Johnny Lee Miller, qui a principalement fait sa carrière au théâtre, quand on regarde un peu ce qu'il a fait. Et en plus, à Johnny Lee Miller, je vais le féliciter pour sa performance. Et on a vraiment des personnages
même donc la galaxie de personnages autour de Sherlock qui ont cette véritable consistance, qui sont pas juste des faire-valoir pour Ouais. Sherlock. Et c'est agréable d'avoir une Watson. Bon, déjà, c'est agréable d'avoir une Watson, et c'est agréable d'avoir une Watson qui soit complètement enfin, ciselée en profondeur, qui ait sa propre personnalité, ses propres désirs, etc. Avec- mais en gardant ce côté terre à terre. Il y a un réalisme finalement dans la situation qu'on nous présente, le fait que ça soit un ancien junkie et sa, je sais pas comment on traduit ça en français, mais sa compagne de sobriété, peu importe. Oui, voilà. Voilà, mais Euh, vous comprenez l'idée. il y a quelque chose de très humble dans ce postulat, je trouve, et qui se retrouve dans toute la première saison, bon, à part les derniers épisodes où on est là pour le climax et donc les enjeux montent. Mais c'est. Comment dire, Sherlock BBC, on envoie des caisses. Les affaires cherchent à genre en faire des caisses, etc. C'est toujours des trucs, t'as l'impression Bah, que le monde va s'écrouler. je trouve que le meilleur exemple, c'était l'adaptation de The Hound of the Baskervilles, du chien des Baskervilles, Hmm. où c'était devenu The Hounds, les chiens. Et ça part du même postulat, mais la résolution, là où dans The Hound of the Baskervilles, c'est une résolution très simple, mais extrêmement efficace avec l'ambiance qui Oui, a été instaurée, en fait. C'est une conclusion géniale, parce qu'elle ne nuit jamais à cette ambiance purement gothique, purement effrayante de la lande britannique, de Dartmoor. Là, dans Shallow BBC, bon, c'est un truc tellement complexe. Ça implique un laboratoire gouvernemental. Il y a eu des expériences en Inde. Il y a ensuite Henry Baskerville qui a vu le tueur qui portait un t-shirt Hound, donc c'est pour ça qu'il imagine un chien. Enfin, c'est capillotracté pour dire ah, regardez comme on est clever, on est si intelligent que finalement ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La conclusion est tout sauf satisfaisante. Et c'est le problème de Sherlock BBC, c'est il faut que ce soit clever, il faut que ce soit semi-méta. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt aux yeux de Moffat et Gatiss. Elementary, c'est très simple. Le postulat, c'est Sherlock qui a ses travers, qui a ses problèmes d'intégration dans la oui, société, qui a ses souffrances personnelles, et qui va résoudre des enquêtes avec Watson. Ça suffit. Alors évidemment, il va y avoir des arcs narratifs, il va y avoir d'autres personnages du canon qui vont être adaptés, modernisés. Ça, je laisse à Cadencia le soin de les découvrir. Notamment dans la saison 3, j'ai trouvé ça très très bien fait. Mais voilà, c'est là où je trouve que c'est l'adaptation moderne, c'est qui cherche à moderniser la plus fidèle. C'est pas celle qui suit le canon à la lettre, parce ça va adapter les nouvelles ou les 4 romans. Il y a 154 épisodes d'Elementary. Évidemment, il y a des réadaptations, mais il y en a d'autres, ce sont des enquêtes originales, et pourtant, elles gardent cette qualité d'Olienne, toujours. mais c'est ça, et ça donne en fait ce mélange parfait entre quelque chose qui t'est familier, enfin quand tu as lu les bouquins, tu retrouves vraiment cet esprit-là, mais dans en même temps un contexte, on va dire, enfin historique, qui nous est plus familier, c'est des références qu'on connaît, etc. Et des choses aussi auxquelles on est habitué quand quand on regarde en fait des séries policières américaines, enfin, Tout à fait. classiques et procédurières, tous les NCIS et que sais-je, avec enfin, ces postulats qu'on a déjà vus ailleurs, mais où la présence et l'esprit de Sherlock permettent de donner ce petit coup de fraîcheur, etc. Enfin, au final, on va pas épiloguer plus longtemps, mais c'était une expérience vraiment, vraiment très agréable. T'en es où? Bah, j'ai fini la saison 1 et j'ai pas encore commencé la saison 2 parce que je sais que quand je vais la commencer, je vais vraiment un peu regarder Oui, ça très régulièrement, donc je mais fais de je ma suis un pause. peu dans le même. Voilà, moi j'en suis toujours à la saison 5, je suis un peu dans la même optique. C'est bien de temps en temps, c'est bien de faire des Ouais, ouais, pauses. ouais. Il y a ce côté, ah, aujourd'hui je me ferai bien un épisode ou deux. Mhm. C'est très, 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 très chouette ce format. C'est pas comme Sherlock où Complètement. tout doit avoir un lien avec Moriarty, donc il faut voir tout. Là, c'est. Non, non, mais c'est avant tout des enquêtes du quotidien, avec parfois, il y a un fil rouge, C'est ça. mais c'est du fil un peu slice of life. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais la saison 5,
C'est pas du tout du Moriarty, c'est pas du tout une organisation criminelle. C'est vraiment juste un personnage qui va avoir sa réintégration en société. C'est du pure tranche de vie qui s'intègre parfaitement au genre policier. Tout à fait. Non, c'est chouette, c'est bien fait. Et moi, je ne constate pas, pour être à la saison 5, de baisse de qualité. L'épisode 2 que j'ai regardé, la saison 5, il y a quelques jours, il me semble que c'était dimanche ou lundi, c'était encore un chouette mystère avec un chouette background. Il y a des épisodes qui sont mieux que d'autres, bien sûr, il y en a 154. Mais dans l'ensemble, c'est toujours plaisant. Même les enquêtes les plus faibles restent plaisantes à regarder. Tout à fait. Et de toute façon, on reparlera sûrement d'Elementary à un autre moment, quand j'aurai avancé, quand tu auras aussi avancé, pour faire une update sur ça, voir si notre avis évolue au fil des saisons. Oui, tout à fait. Du coup, on va quand même continuer. Et on reste sur des séries, une série télé, puisqu'il s'agit de Criminal UK que tu as regardé toi. Oui, alors Criminals, c'est un projet de Netflix qui a impliqué plusieurs pays. En fait, l'idée, c'était d'utiliser le genre policier et afin de faire une collaboration entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni pour déjà montrer l'implémentation de Netflix sur le vieux continent, le continent européen, et aussi de regarder à quel point on est international. Donc, c'est une série de 3 épisodes, c'est tout. Mais les épisodes, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne ou au Royaume-Uni, ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes acteurs, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes enquêtes, c'est rien à voir. C'est juste le même concept. Et quel est ce concept ? C'est très simple, ce sont des enquêtes, mais des enquêtes qui ont déjà été faites, et vous avez la confrontation dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat, du commissariat central de Paris, Londres, Madrid, Berlin, etc. Et vous allez avoir comment les détectives, les policiers les inspecteurs vont essayer de faire passer à l'aveu un coupable ou alors un suspect qui a un rôle important dans l'enquête. Un concept très chouette, donc c'est du pur huis clos, c'est une approche très moderne du genre policier, très 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 moderne. Moi j'ai regardé UK parce que c'était la série qui globalement avait reçu plus de bonnes critiques. Espagne c'était plutôt mal vu, France apparemment c'était très moyen, Allemagne c'est pas trop mal. Mais j'avoue que j'ai pas un amour énorme pour les policiers allemands, parce que j'en ai lu, du moins, parce que j'en ai lu et vu. Tu n'aimes pas le crime ? Non, j'aime pas non. Je comprends. Le crime, à voir. Je m'y replongerai un jour. Il y a peut-être des petites pépites, des petites perles, alors, de ce que j'en ai vu ou lu, non. Le crime, bof. Et donc UK, et ouais, c'est pas mal. C'est sympatoche. C'est moyen, on va dire. Si je devais donner un qualificatif, moyen. C'est très moyen, mais ça. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a jamais parlé ensemble. Pas du tout. J'étais surpris de le voir dans la liste parce que on n'en a pas parlé. Parce que j'avais pas grand chose à dire. Fatalement, ça fait son job. Il y a des bons acteurs, et notamment David Tennant dans l'épisode 1 qui fait suspect coupable. Je vous dis pas le twist. Et il y a quelques petites fulgurances policières. Ah oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. J'aime bien l'idée de comment sont traités la vie des inspecteurs. C'est-à-dire que ces 3 enquêtes à des époques différentes, on n'est même pas sûr que ça se passe dans la même année. Et donc, on a vraiment ces tranches de vie. C'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs qui s'entendent plus, etc. Il y a eu des conflits entre eux, mais c'est jamais introduit avant ou après. Il y a vraiment ce côté très nouvel, en fait. Oui. Pendant 45 minutes, on suit la vie de ces personnages. On va pas apporter du contexte sur l'avant, on va pas apporter une résolution nécessairement, parce que c'est vraiment une tranche de vie. Ça, c'est plutôt chouette. L'écriture des mystères, c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois dans le policier moderne, en fait, dans le policier des années 2010. Vraiment cette approche très très froide, très dans le côté choquant, avec des meurtres. Vous allez avoir le meurtre d'une adolescente supposément par son beau-père. C'est pas dit, mais ça sous-entend clairement un viol. Vous allez avoir des violences conjugales dans la deuxième enquête. Vous allez avoir la question des migrants et un gars un coupable, un ou une coupable, je ne dis pas, qui les enlève et en fait pour les tuer. Donc vous avez vraiment ces questions très modernes, très sociales, actuelles, mais c'est jamais abordé juste pour en dehors de la shock value. Est-ce que ça fait son taf ? Oui. Il y a quelques tweets, comme j'ai dit, qui peuvent marcher, etc. L'ambiance huis clos est plutôt bien
représentée. Il y a effectivement cette froideur qui marche assez bien, mais ça s'arrête là en fait. C'est efficace, mais c'est tout. Ça ne dit rien. Ça renvoie, et d'autant plus quand c'est une série commanditée comme ça renvoie vraiment à l'idée de mais c'est un cahier c'est le cahier des charges, c'est le côté très alimentaire en fait. Pour le coup, c'est vraiment une production alimentaire. Ça a été fait par des yes men, qu'ils soient français, espagnol, anglais ou allemand, mais c'est tout. Et c'est pas déplaisant parce que c'est tellement rapide. Oui. Et c'est pour ça que je pense regarder la deuxième saison qui fait 4 épisodes, ne serait-ce que pour voir un peu plus. On faire une idée un peu plus définitive, mais bon, c'est tout. Ça s'arrête à là. Et c'est dommage, vu le concept où tu peux avoir vraiment une idée un peu, j'allais dire, post-moderne du récit policier, d'un récit policier où l'enquête a déjà été faite. En fait, quand j'ai commencé un peu ma description, il y a effectivement le terme postmoderne qui m'est venu à l'esprit, mais ça va tellement pas loin dans cette démarche. Oui, c'est ça, c'est que l'idée est super bonne, mais alors là, l'exécution est vraiment misérable, quoi. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que ça reste moyen, genre très moyen. Allez, dans le pire des cas, c'est médiocre. Mais c'est parce que ça fait son travail en fait. C'est efficace. Vous vous ennuyez un soir, vous regardez un épisode, ça va vous occuper la soirée pendant 45 minutes, 1 heure, indéniablement. Et il y a quelques qualités, comme je l'ai dit, ce côté tranche de vie, vraiment de la tranche de vie des personnages qui, bon, évidemment, ont un côté très fonction, mais ça marche avec avec vraiment cette approche de dire, on se focalise sur ces mini-intrigues qui sont évoquées, parce que ça fait sens dans le contexte de la série, mais on va pas l'expliciter parce que ça rajouterait de l'artificialité. C'est pour ça que ça marche bien, c'est vraiment la tranche de vie de ces personnages qui se connaissent, fonctionnent, et c'est aux spectateurs de les comprendre. J'aime bien. Mais ça s'arrête là, et globalement, c'est pas sur ça que se focus la série. Se focalise la série. Le focus, il est mis sur les enquêtes, qui occupent, on va dire, les 3 quarts, 70% de l'épisode en tant que tel, des 3 épisodes. Donc, ouais, pas déçu, parce que je n'avais aucune attente. J'ai regardé ça parce que c'était du policier. Et pas ouf non plus, voilà. Maintenant que vous m'entendez depuis un certain nombre d'épisodes, vous savez que je suis plutôt un amoureux du genre policier. Mais pour autant, j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose à expliciter. Est-ce que je vous encourage à regarder? Pas vraiment, sauf si vous vous ennuyez vraiment et que vous savez plus rien à regarder sur Netflix. Est-ce que je regarderai Criminal German? Sans doute. Juste par curiosité, parce que j'ai entendu des bonnes choses et peut-être que là, ça sera un peu plus intéressant à voir. Criminal France? Non, je me respecte trop pour ça. Non, mais pas les Français. Pas les Français, on va continuer puisque on va encore parler de policiers. On parle encore de policiers un bon petit moment, il y en a encore 2. Il y en a encore 2 et pour le coup, on change encore de zone géographique puisque on va évoquer France, États-Unis, Royaume-Uni et maintenant le Japon. On va évoquer le Japon avec Sakura Ako-san no Hashimoto ni wa Shitaega Umateiru. Ou en anglais, il y a un cadavre sous les pieds de Sakura. Voilà, mais de Madame Sakura. En anglais, le titre a été modifié en quelque chose de peut-être un peu plus lyrique. Beautiful Bones. Je trouve ça beaucoup moins joli, parce qu'en fait, ça fait vraiment série télé américaine un peu random. Oui, complètement, mais après, bon... Et après, je comprends l'idée. On comprend l'idée. C'est plus accrocheur. Exactement. Et qui est une série, qui est un animé pour le coup, qui est assez modeste en termes de taille, puisqu'on a vu on l'a vu ensemble, c'était 12 épisodes. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu, ou tu veux que je le fasse, de la trame, ce que ça raconte? Moi, j'allais d'abord un peu expliquer vas-y. en fait, la métaphore derrière. C'est-à-dire qu'au Japon, peut-être que vous connaissez le pendant anglais de ça, c'est avec la chanson London Bridge is falling down, c'est-à-dire le pont de Londres va s'effondrer. En fait, il y a une légende au Royaume-Uni, c'est que sous les ponts, il y a un cadavre. Et vous avez un équivalent japonais à ça, qui est sous chaque arbre de cerisier au Japon, il y a probablement un cadavre. Je ne sais plus qui a formulé ça. C'est une phrase littéraire avant tout. Je vais essayer de chercher pendant que tu fais la description, comme ça. Peut-être qu'on aura la réponse. Très bien. En gros, c'est une série policière qui va se focaliser sur une experte
alors le mot va me revenir. Enfin, une experte en ostéologie, voilà. En ostéologie, voilà, le terme est revenu. En ostéologie, qui, en même temps, va être confrontée de temps en temps à des enquêtes criminelles qui reposent bien évidemment sur des squelettes, des anciens cadavres. C'est-à-dire que ce sera toujours ça, un peu la démarche de Sakura Kosan pour les grandes enquêtes. Mais Sakura Kosan, c'est une série plutôt intéressante dans le sens où elle va mener vraiment cette fiction policière classique avec des déductions très holmésiennes. D'ailleurs, ce n'est pas absurde que de dire que Sakura Kosan est une réécriture du canon holmésien sous bien des aspects. Il y a un Watson, il y a une Madame Hudson, et il y a une démarche qui est profondément holmésienne dans les déductions, c'est-à-dire ce sens de l'observation, du détail qui paraît évident mais que tout le monde manque. Et ça, Sakura Kosan sait le faire avec une certaine rigueur. C'est jamais trop complexe, c'est jamais stupidement complexe. Ça fait sens. C'est juste, il faut avoir les connaissances et être capable de les observer. Donc ça, de ce point de vue-là, très chouette. Mais en même temps, en plus de ce côté très holmésien policier qui se focalise sur l'ostéologie, vous avez de la pure tranche de vie. C'est-à-dire que dire que Sakura Kosan, c'est avant tout policier à la recherche des anciens cadavres qui amènent à une enquête un peu plus complexe qui avait été délaissée par la police, façon Bones, cette série, alors culte peut-être pas, mais très populaire aux États-Unis, qui a duré très longtemps, une dizaine d'années, il me semble, qui partait de ce postulat-là, ou Cold Case, la série qui parle sur des affaires qui sont terminées et qu'on va essayer de rouvrir pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pas le cas avec Sakura Kosan. Il y a une bonne partie, je dirais 50%, 60%, même peut-être, pour l'adaptation animée, qui se focalise vraiment sur des petits mystères du quotidien, et donc cette démarche vraiment tranche de vie. Ça a toujours un rapport à la mort, ça a toujours un rapport avec la perte, évidemment, puisque ça doit rester dans le ton de l'ostéologie. Il n'empêche qu'il y a vraiment cette démarche purement tranche de vie. Et ce mix des deux ne donne pas une série parfaite, mais une série animée qui est vraiment intéressante. Déjà parce qu'elle a cette attache au réel, avec des personnages qui sont certes un peu stéréotypés animés, mais qui parviennent à dépasser cela dans les épisodes où on se focalise sur eux, puisqu'ils ont des souffrances, des questions, des interrogations qui sont rattachées aux nôtres en fait. Ce sont pas juste des personnages fonction. C'est-à-dire que dans les instances d'enquête, ils vont devenir de véritables personnages. Et ça, c'est intéressant. J'ai perdu mon fil conducteur. Tu disais qu'on était quand même sur des contextes d'affaires qui étaient plus attachés au réel, moins ambitieuses en termes de shock value. C'est rarement très ambitieux. Et même si la série va avoir un moment son Moriarty, vous le voyez dans l'opening, c'est pas vraiment un spoil, et on le voit venir assez rapidement. Ils en font pas des caisses. D'ailleurs, c'est peut-être le problème de la série, peut-être même un peu trop, dans le sens où, en fait, c'est jamais vraiment résolu, ou alors il n'y a pas de confrontation directe. Ça s'arrête comme ça. Alors, ça a du sens, effectivement, quand on lit les romans, parce que les romans sont toujours en cours, et l'intrigue avec ce Moriarty est toujours pas finie. Les romans sont bientôt finis, Je crois que le 18e, ça va être le dernier, ouais, tout à fait. 10e light novel. Mais là, en fait, le malheur de Sakura Kosan, c'est que juste l'ambition du staff d'animé, c'était de faire une série qui fait la promotion des light novels. Oui. Alors, c'est pas très surprenant au Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une raison pourquoi moi et Cadencia, on se moque assez souvent du médium de la Japanimation. Pas qu'on a une haine envers ce médium, loin de là. Certaines de nos séries préférées sont issues de la Japanimation. Ça, c'est évident. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un médium qui déjà fait du pied à un public qui est assez problématique, on peut le dire ainsi, quand même, dans la sexualisation, dans les propos souvent très conservateurs, et donc très peu intéressants, qui véhiculent une idéologie toxique. Mais en plus, ça c'est la première partie de la pièce. L'autre côté de la pièce, le versant pile, c'est que c'est juste un média marketeux. On va faire une adaptation, non pas parce qu'on a envie de faire une adaptation, mais parce qu'il faut promouvoir le matériel d'origine qu'on adapte. Et j'emploie volontairement le terme matériel. C'est que il y a pas une démarche artistique.
Sakura-Kosan, c'est encore une fois le plus grand défaut de la série, c'est que ça a été fait dans l'optique que bon, bah, vous avez aimé, ok, allez lire les novels. Et c'est C'est pour ça dommage, qu'il y a toujours pas. parce qu'il y a, il y C'est a vraiment. vraiment des très bons passages, Mais et des on sent parfois que belles ça mises en fait scène. il y a des belles mises en scène. Je pense qu'ils ont su rendre honneur aux enquêtes des light novels. Oui. Il y a vraiment des moments qui sont très chouettes. Tout n'est pas exceptionnel. Hein. Ça reste une série qui est sympathique sans plus, mais qui a une démarche intéressante malgré tout. Et c'est vraiment dommage de voir que le plus grand problème de Sakura-Kosan, mine de rien, c'est peut-être d'être un animé. Oui. De se terminer sur un énorme bon, bah, achetez les romans. Alors, d'accord, on aurait pu se dire avec Cadencia que bon, on va acheter les romans, sauf que non seulement la traduction s'est arrêtée pile poil où l'animé s'arrête, donc c'est quand même sacrément frustrant, et en plus, ça n'a jamais été licencié chez nous. Tout à fait. Et ça ne le sera sans doute jamais. Non, vu comment ça reste quand même de la grande niche, hein. On l'a dit. Peut-être que ça allait aux États-Unis, parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a un tel marché pour la novance qu'ils licencient tout. Donc, à voir, mais bon. Après, il faut voir aussi la qualité d'écriture, parce que les light novels, si vous ne connaissez pas, c'est un peu ces romans d'ados, des romans purement sériels, qui atteignent des volumes hallucinants. Je crois que la plus longue série atteint 50 volumes. Ça reste de l'écriture avec un style genre absolument quelconque. Absolument quelconque, et quelconque, c'est quand on est généreux. Oui. C'est quand on est très gentil. Oui, parce que la majorité, c'est juste mauvais, en fait. C'est très mauvais, et c'est vraiment du pur marché otaku. Alors, il y a peut-être des séries otaku qui sont très bien. Il y a des séries otaku qui sont très bien, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment en fait, je cherche le mot en français, mais c'est de la pure self-indulgence, en fait. C'est vous vous mettez dedans parce que le personnage, c'est pas un personnage, c'est littéralement insert character, c'est-à-dire dans lequel vous pouvez vous insérer, et en fait c'est toujours du harem. Je caricature à peine, hein. C'est des séries qui se passent dans un lycée, ou alors dans un lycée surnaturel, fantaisiste, avec des elfes, etc. C'est de la pure sexualisation de personnages féminins constamment. C'est l'image caricaturale qu'on a de la Japanimation. Ce côté très sexualisant, très fanservice. T'as quelque chose de très décadent, si je puis dire, dans ça, de se dire je lis ça pour me mettre dans la peau de ce personnage, voilà. En fait assouvir par proxy des fantasmes terribles à propos de lycéennes ou autres. Self-indulgence, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Comment peut c'est un peu genre... Non, en fait, c'est cette idée de se faire plaisir, mais de manière abusive, en se plaçant dans un scénario spécifique. Le grand problème de la Japanimation, c'est que c'est un média de fantasme. C'est l'expression qui avait beaucoup fait rire Cadencia, mais c'est un média qui baigne dans le sexe. Et je rigole. Les personnages féminins sont décrits comme des fétiches. Mais je pense qu'un jour on évoquera, parce qu'on a souvent cette conversation, mais peut-être en podcast, cette fois dans un hors-série, de cette question de la sexualisation abusée dans les mangas, et aussi ce rapport corollaire avec l'extrême droite, etc. Parce que c'est quelque chose, comme tu l'as dit... Le Yoku Dantai au Japon, dans les milieux internet de Yoku Dantai, c'est quasiment que des otaku. Complètement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que oui, d'accord, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, quand on a évoqué Détective Conan, il y a des choses en manga, en animé qu'on aime beaucoup, ça c'est pas la question, mais c'est vrai que l'écrasante majorité des choses, la poubelle, c'est généreux, quoi. Ah oui, non mais complètement, vous regardez en gros un chart, un tableau de ce qui sort en une saison, vous mettez 80% des trucs qui sortent à la poubelle, c'est pas pour vous. Ça ne parle qu'à un public d'otaku, c'est fait par des otaku pour des otaku. Après, voilà, on a cette discussion, c'est quand même une parenthèse, parce que qu'on soit réaliste. C'est une parenthèse, voilà. Et justement, on est tombé sur visiblement une série de light novel qui n'est pas ça. Exactement. D'où la plus grande frustration, en fait, de se dire que ça s'arrête là. On peut espérer peut-être que quand le light novel sera fini, on y aura une série télé de 24 épisodes qui adapte tout. Ça serait formidable, qui adapte ce qui reste, ça serait génial. Parce que j'ai envie de voir plus de ces personnages, de cet univers, parce que même si c'est pas parfait, la démarche est si sincère, si intéressante. Il y avait quelque chose, c'est ça. Il y a quelque chose de très frais, c'est assez bizarre à regarder. C'est bizarre. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à des mystères qui parfois sont très, 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 très humbles. Et d'autres fois, on a des choses qui... on pense aux 2 derniers épisodes, des mystères qui sont beaucoup plus
beaucoup de danse, demandant réflexion, psychologiquement hein. Oui, psychologiquement notamment. et Oui, assez oui. dur à regarder. Mais je trouve qu'il n'y a pas de côté Bah, il y toxique. a moins cette écriture juvénile. Déjà, oui, effectivement. Vous n'allez pas avoir des personnages qui sont sexualisés. Vous allez avoir certains tropes de la Japanimation qui sont un peu chiants, ça, complètement d'accord, mais on n'est pas confronté à des personnages qui sont sexualisés ou qui n'existent juste pour le fantasme de l'audience. C'est pas le cas. Moi, je trouve vraiment pas que Sakura Kokujo et la protagoniste, en fait, la protagoniste détective, ostéologue, qu'elle a été écrite juste pour fantasme. Je pense sincèrement que Non, l'autrice, d'ailleurs ça aide que ce soit une autrice, je l'ai pas dit mais ça aide, clairement, comme toujours. l'autrice voulait vraiment ce personnage et avait sa vision de Sherlock Holmes, voulait la féminiser et on a fait ce personnage qui effectivement a ce côté très froid, très calculateur, tel une machine, et en même temps c'est montrer des présences humaines. Donc encore une fois on est confronté à une série d'écriture de Sherlock Holmes qui a bien compris Sherlock Holmes, qui a bien trouvé ce savant dosage. C'est pas une écriture policière parfaite, loin d'art, mais c'est intéressant. Bah, C'est peut-être, par exemple, à titre de comparaison, c'est peut-être moins bien écrit d'un côté policier que Criminal, mais c'est beaucoup plus intéressant dans ce que ça tente. oui, Parce que Criminal, c'est un cahier des charges, ça tente, vous avez vu ça tu mille sens fois. tu sens qu'il y a une intention quand même, Une et attention. surtout, justement, dans ces affaires qui sont plus humbles, quelque chose de plus naturel dans le développement des personnages. Il y a une certaine mélancolie de l'être, mélancolie de l'existence qui Complètement, marche bien. complètement. Et c'est vrai que Marche c'est quelque très chose bien. qui sointe à travers la série, cette mélancolie et cette... Et ça marche très bien. Ça marche très bien avec le titre japonais. Il y a un Et cadavre sous les pieds de Sakura. Et d'ailleurs, parce que pendant que tu parlais, au début, j'ai retrouvé d'où ça vient. Il s'agit donc en fait, d'une expression connue et qui est l'incipit d'un, Voilà, c'est ce qui me semblait. en fait, c'est des sortes de nouvelles poétiques, donc de Voilà. la prose poétique de Motojiro Kaji, pardon. Donc, qui écrivait au début de l'ère Showa, donc ça correspond pour vous dire à l'entre-deux-guerres, hein, si on prend un référentiel occidental juste avant en fait les années 30. Et notamment donc le titre de la nouvelle duquel est tirée cette expression, c'est Sakura no Ki no Shita ni wa, donc sous les cerisiers, où eh bien on a cette ligne d'ouverture, les cadavres en fait, des cadavres sont enfouis sous des cerisiers, parce que ça fait référence au hanami, vous savez, hein, c'est cette pratique de regarder la floraison des cerisiers. Oui. Et puisque tout le monde en fait regarde les cerisiers, il y a sûrement des cadavres de gens en fait qui sont là, qui regardent depuis la terre de enterrer eh bien les cerisiers fleurir. Et c'est pour ça que c'est devenu un colloquialisme qu'utilise Sakura-ko-san. Et colloquialiste qu'elle n'a pas volé, pour le coup. Je trouve Oui. vraiment. Je trouve vraiment très pertinent. Je trouve que ce rapport voilà, avec la mort et enfin, cette tension dialectique entre la mort et la vie, c'est quelque chose que la série réussit assez bien pour un animé. Ouais, ouais. Ah non, c'est chouette, c'est pour ça que ça me donnerait presque envie de lire les romans. Bon, déjà, j'aime pas trop lire en format PDF web, c'est vrai que je préfère avoir le bouquin. À voir, peut-être que j'aurai la curiosité d'importer des États-Unis. Pour avoir regardé des traductions hein, qu'on avait cherchées, c'est pas voilà, enfin l'anglais est quand même la traduction, le style est assez quelconque, hein, c'est pas grandiose, c'est fonctionnel, donc il y a quand même une certaine poésie en fait à l'animé qui a sa mise en scène, qui a ses couleurs, sa musique, ça aide quand même pas mal. Et je voulais juste terminer sur quelque chose. On parlait dans le précédent, enfin oui, c'est ça, dans la première partie en fait de cette émission, que la plus grande qualité de Détective Conan, c'était son intertextualité pour nous deux. C'était ce côté encyclopédique du policier. Et ben c'est grâce à Détective Conan qu'on a regardé Sakura-ko-san, parce que si vous connaissez pas un peu un volume de Détective Conan, vous avez évidemment les différents chapitres, les 11 chapitres qui composent un volume. Et à la fin, c'est un rituel d'Aoyama. Dans chaque tome, depuis le premier, il nous présente un détective. Donc Sherlock Holmes, Hercule Poirot, tous les classiques qui sont, quelle que soit leur nationalité. Et plus on arrive un peu vers la fin,
En fait, c'est un très bon moyen de voir quelles sont les lectures, les visionnages de l'auteur de Détective Conan Gosho-Yama. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, comme il a moins le temps de lire avec son rythme d'apparition, c'est beaucoup plus des choses sérielles à la télévision, en animé, au cinéma. Et là, justement, il a dédié une page pour Sakura Kosan. Et je tiens à dire que les recommandations d'Aoyama sont toujours intéressantes. Toujours. Complètement. Et non, bah là, en fait, j'avais entendu parler de la série, j'avais pas regardé parce que sincèrement, dans la Japanimation, le genre policier, c'est souvent de la merde. Navré de le dire ainsi, mais c'est le cas. En fait, soit ça en fait des caisses, soit c'est un truc de loli. On aura l'occasion d'en reparler, mais l'explosion des animés policiers avec les lolis dans les années 2010, c'était la folie. Et là, donc j'avais pas regardé à l'époque en me disant bon, bah, c'est un animé policier qui ne porte pas le nom de Détective Conan Kindaichi, que ça va pas être terrible. Et finalement, non, c'est chouette. Pas parfait, mais chouette. Bon, on a passé un bon moment. Un très bon moment, tout à fait. Et c'était intéressant. C'était une approche policier que j'avais pas trop souvent vue, donc c'était intéressant. Moi qui adore le genre policier, je suis content d'avoir vu Sakura Kosan, vraiment. Et je te propose du coup de passer à quelque chose qui n'est pas intéressant, puisque on va transitionner élégamment vers les films, et avec donc un film adapté d'une série qu'on a déjà évoquée dans La Traversée, Miss Fisher and the Crypt of Tears. Exactement, Miss Fisher. Donc j'en avais parlé dans le premier épisode, il me semble, de La Traversée. Le premier ou le deuxième, je crois. Et j'avais souligné, Miss Fisher, que c'était sympatoche sans plus, hein, dans le meilleur des cas. Et j'ai pas reparlé depuis, j'ai fini la série, j'ai regardé les 3 saisons. C'est mieux par la suite. La première saison, c'est vraiment des hauts et des bas. Il y a quelques enquêtes sympatoches, il y en a qui sont vraiment, vraiment médiocres, notamment celles sur les Français. Go figure. Et donc la saison 2 était beaucoup plus consistante, beaucoup plus cohérente. Il y avait vraiment des enquêtes très chouettes. Je m'en souviens d'une dans un village désolé de l'Australie, qui était assez prenante, assez bien foutue, avec son ambiance un peu de village reculé, etc. Et surtout, la série a développé à la fin de la première saison, et surtout dans la saison 2, puis la saison 3, un propos post-Première Guerre mondiale en Australie. Et c'est particulièrement intéressant parce que ce trauma de la guerre, du point de vue australien, c'est rarement représenté dans la fiction télévisuelle. En Australie sans doute, mais c'est vrai que les séries australiennes, elles n'ont pas une énorme presse chez nous en fait. Ça doit être licencié, ça doit sortir et être diffusé au moins dans les pays anglophones, mais ça bénéficie pas nécessairement d'une grande exploitation sur le marché international. Donc c'est chouette d'avoir ça dans une série policière, non pas que Miss Fisher le fait extrêmement bien, ni que c'est très mémorable, mais ça rajoute un petit cachet à la série, qui est pas déplaisant. Notamment dans certaines enquêtes où ça mêle plutôt bien les deux. Donc Miss Fisher, je trouvais que ça gagnait un petit peu en qualité, ça restait jamais extraordinaire, hein. C'est du honnête, du sympathique, et ça s'arrête là, mais je suis ressorti du visionnage assez content. Plus content que je ne l'ai commencé, du moins. Et donc, j'étais curieux de savoir comment allait être transposé Miss Fisher au cinéma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Miss Fisher and the Crypt of Tears est un film très cheap, très bon marché, comment dire, un peu pas de grande qualité dans les moyens de production. On va présenter ça la chose ainsi parce que c'était un peu un Kickstarter, c'est-à-dire c'est un film que les fans ont financé, ont participé au développement. Et je pense que le film était un peu trop ambitieux pour ça parce que le film veut nous faire voyager le personnage de Miss Fisher, mais il le fait très mal. Vous allez passer d'un lieu à l'autre, mais ça paraît un peu papier-carton, quoi. C'est pas spécialement bien fait. Mais si avec ça, à la rigueur, ce serait pas très grave. On pourrait prétendre à une nostalgie un peu du cinéma d'aventure des années 20, 30, 40, où il y avait effectivement ce côté un peu cheap, mais ça avait son charme. Non, le problème, c'est que Miss Fisher and the Crypt of Tears, c'est que c'est de la merde. Mais vraiment, de la grosse merde. Pardonnez ma vulgarité. Mais il n'y a rien de bien. L'intrigue n'a ni queue ni tête. Ils ont décidé de transformer Miss Fisher en Indiana Jones du pauvre. D'ailleurs, ça repompe totalement le second Indiana Jones. Donc, allez voir le second Indiana Jones. C'est un bien meilleur film familial grand public d'aventure. C'est très chouette. Ça, c'est nul. Ça n'a aucun sens. L'intrigue se voit... on passe d'une scène à l'autre sans grande cohérence. Ne parlons même pas de l'enquête. Je ne vous ferai même pas l'affront de parler de l'enquête. Le coupable, on voit le venir à des kilomètres. Et la résolution qu'apporte Miss Fisher,
Le personnage de Miss Fisher n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qui était formidable dans Miss Fisher, c'était son casting de personnage très caricatural, un peu fiction policière du Golden Age, l'âge d'or, donc c'est-à-dire les années 20, 30. Agatha Christie, Slayer, Dixon Carr, etc. Je vous passe la liste, vous les connaissez sans doute. Mais on retrouvait ces archétypes plutôt sympathiques dans Miss Fisher. Là, en fait, le cast n'y est pas. Vous allez voir une pauvre scène avec, par exemple, Dorothy Hughes, et c'est tout. En fait, ça va être surtout entre Fisher et Jack, l'inspecteur. En gros, c'est un peu pour conclure la romance, qui avait été conclue à la fin de la saison 3, donc je comprends pas trop l'idée de la remettre sur le tapis, et surtout de faire comme si la fin de la saison 3 n'avait pas lieu, certes, mais bon. Et c'est continuer, c'est faire sur cette dynamique, alors pourquoi pas, mais le personnage de Miss Fisher ne ressemble pas au personnage de Miss Fisher dans la série télé. Ce que j'avais dit quand j'avais présenté Miss Fisher, c'est que c'était agréable de voir une figure policière un peu moderne qui ne soit pas une terrible personne, qui soit vraiment quelqu'un de bienveillant. Bah là, ils ont fait une terrible personne qui est assez hautaine, qui se joue de Jack, on ne sait pas pourquoi. Ça contredit complètement son personnage et sa relation dans la série télé. Je vois pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et non, enfin, c'est... Mais ça semble complètement sorti de nulle part, finalement. Ouais, c'est nul. Vous savez, là, on a parlé de la déception face à Lupin, de pas aller loin dans ses idées et d'avoir des petits côtés un petit peu problématiques dans le sens où ça va donner une figure policière plutôt bienveillante, une image plutôt bienveillante à la police. C'est quand même sacrément dommage. Là, il n'y a pas ce genre de truc dans Miss Fisher. C'est pas un film toxique, c'est juste que c'est nul de A à Z. Il y a rien, il y a absolument rien à sauver en fait. Et ce qui est dommage, parce que cette idée de... C'est un calvaire, c'est long, c'est chiant, c'est jamais intéressant. Non, vraiment, la réalisation est à la rue, il n'y a pas de budget, mais alors il y a même... Mais s'il y avait qu'un problème de budget, c'est qu'il n'y a pas de talent non plus. C'est aussi enfin, ce qui est terrible, c'est que de faire des choses du policier à l'étranger, enfin, sur cette modalité du voyage, avec donc un budget limité, c'est pas quelque chose qui est impossible aussi. Enfin, on peut adopter un ton qui est plus humble dans la réalisation, qui est plus resserré sur les personnages. Voilà, c'est ça. Là, ils ont voulu montrer des scènes un peu fast. Alors, il y a encore le vieux trope pourri du détective qui va avoir une course-poursuite dans le Moyen-Orient. Donc ça va montrer des scènes un peu de destruction des marchés, etc. Super. Vu 1000 fois, c'est un trope que Miss Fisher aurait pu se passer. Et une des qualités de Miss Fisher, c'était justement que ça se passait en Australie. Et je comprends l'idée de porter Miss Fisher au cinéma et de voir plus large, de voir plus international, de voir plus globe-trotter. Je comprends l'idée. C'est pas une idée idiote. C'est juste qu'il y a... Non, à la rigueur, il valait mieux faire une enquête en Australie qui soit un peu plus, disons, ambitieuse que là, plutôt que d'essayer de faire ce shift, ce changement dans le genre, essayer de faire un film plus typé aventure, mais de pas savoir comment on réalise un film d'aventure. Ben alors, enfin, j'ai l'impression de voir un direct DVD parodique d'Indiana Jones. Et ce qui est juste terrible, en fait, c'est que bon, un très bon exemple qui marche bien dans ce genre de format, c'est Poirot. C'est le Poirot de Hachette qui, dans ces épisodes téléfilms un peu plus longs, arrive très bien à garder un côté très humble et à faire quelque chose à l'étranger, en voyage, etc. Alors, je sais que on peut dire oui, le matériel de base est très bon est très bon, mais la réalisation joue aussi. Et... Oui, mais je veux dire, vous pouvez adapter le meilleur roman de l'histoire. Si vous n'avez pas le talent pour l'adapter, ça sera nul. On vous dira, lisez le bouquin, regardez pas le film. Il y a combien de critiques qui parlent de ça, qui évoquent cette phrase quand je vous parle quand ils parlent d'une adaptation littéraire. Mais là, le problème, c'est que rien n'est bon. Alors, c'est censé être le premier film d'une trilogie, ça part mal. Je regarderai quand même le deuxième, mais... Oui, mais est-ce qu'il y aura un deuxième ? C'est ça la question aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de... La critique internationale était plutôt positive en disant ça nous rappelle des films d'une certaine époque. Oui, mais regardez ces films d'une certaine époque. Oui, bah, ça, c'est une parodie. Mais après, parodie ratée. La critique...
La critique internationale a aussi trouvé que le film Poirot récent, c'était bien aussi. Donc bon. Ah, mais ça, on en parle. Le film pour récent est mieux que ça. Hein. J'espère, j'ose croire, vu ce que tu dis. Mais bon, donc pas très intéressant à zapper par pitié, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, on va enfin pouvoir arrêter de parler du genre policier. Ça dit, notre spectateur le plus fidèle adore quand on parle du genre policier. Ah bon? Donc, petit big up à lui, il a raison. Eh ben, la traversée se transforme progressivement en un podcast juste du polar. C'est ça, si tu hijack le concept de la traversée, bravo. Hein. Écoute, on va passer à autre chose. On sort un petit peu du policier, mais d'aucuns diraient c'est un genre qui a des accointances avec le policier, puisqu'on va parler d'horreur. Et on va parler de Relic, que tu as vu et qui est sorti l'année dernière. Oui, il était sur Prime, donc j'ai pu le regarder. C'est un film d'horreur qui a un petit peu fait parler de lui à Sundance, parce que on retrouvait un peu les qualités du Babadook. C'est-à-dire un film d'horreur qui ne repose pas sur le monstre, mais plutôt l'effroi de la transformation d'une personne du quotidien, en l'occurrence dans le cas de Relic, la démence. Et pour avoir connu ça depuis tout petit, dans ma famille, je dois dire que Relic le fait bien. Le fait plutôt bien. Effectivement, j'ai pas l'habitude de regarder les films d'horreur parce que j'adore le jeu vidéo d'horreur, j'adore la littérature d'horreur, j'ai un grand problème avec le cinéma d'horreur qui, je trouve, représente les personnes souffrant de troubles mentaux d'une manière immonde. Nous sommes complètement d'accord. Et là, c'est bien fait. Honnêtement, non. Il y a vraiment en fait, effectivement, la peur vient de la transformation de la personnalité de cette personne vieillissante qui tombe dans la démence et qui prend évidemment une approche surnaturelle dans le film de Relic, parce que en fait, l'horreur se passe aussi dans la maison, donc purement américain. C'est vraiment purement de l'horreur américaine, dans cette idée de la maison comme cadre d'où vient l'horreur, en fait. Et la maison qui est personnifiée à travers les personnages, dans l'occurrence de la grand-mère, mais d'un personnage d'une manière générale. C'est purement de l'horreur à l'américaine, 19e. Et là, je trouve que justement, Relic partait sur la démence. Je me dis, oh là là, comment ils vont représenter ça? Première inquiétude. Mais il y avait des critiques qui étaient plutôt dithyrambiques, venant d'à peu près tout le monde, que ce soit des spectateurs qui étaient à Sundance, que de la critique qui a découvert le film un petit peu plus tard. Donc, je me suis laissé tenter. Je suis pas déçu. J'ai quelques problèmes. Je trouve que le film en fait un peu trop des caisses par moment dans le surnaturel. C'est pas trop un film des jumpscares, mais vous avez ces moments où la maison va prendre vraiment une approche surnaturelle avec les murs qui rétrécissent. Donc, ça devient un cadre étouffant parce que généralement les personnes souffrant de démence sont enfermées. Et donc, vous avez cette métaphore. Je vais me dire, c'est un peu trop too on the nose. Je trouve qu'en fait, vu comment était filmé le cadre de la maison, qui était déjà extrêmement étouffant, parce qu'ils ont réussi à, disons, le côté réaliste de la maison, dans la manière dont c'est filmé, c'est que la maison est très grande, mais comme il y a un peu des objets partout, des tables qui s'y là, des chaises, vous avez ce caractère très étouffant. Et ça, je trouvais que c'était super bien fait. C'est vraiment le truc qui a capté mon attention dès le début. Donc, les murs qui rétrécissent, super. Niveau 0 de la métaphore. Niveau 0 de la métaphore filée. Dommage. Il y a ces petits moments de surnaturel où je trouve que ça clash un peu avec le propos plus élégant du film, mais dans l'ensemble, c'est bien. Je dirais pas que c'est très bien, mais c'est bien. La fin est très chouette. Je ne la spoilerai pas, je le trouve très chouette et je trouve que, justement, j'évoquais il y a un instant la représentation des personnes de troubles mentaux et comment on les antagonise tout le temps. Justement, le film prend ça à contre-pied dans sa conclusion. Je trouvais ça assez malin, plutôt bien vu. Et c'est pas non plus une conclusion jamais vue, mais ça utilise ce genre de trope, ce genre de code classique du cinéma dans ce contexte, et c'est plutôt bien vu, plutôt respectueux des personnes qui souffrent de troubles mentaux. C'est assez chouette. Moi, pour avoir connu ça dans ma famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un film respectueux de ça. Et pourtant, c'est un sujet casse-gueule. Essayer de faire peur avec ça, c'est comment évoquer la peur sans rendre la personne qui souffre de ça antagonistique en fait, volontairement méchante. Et je trouve qu'ils ont bien joué là-dessus parce qu'il y a vraiment ce propos de oui mais la famille est aussi responsable de ce qui se passe. Parce que en ne voulant pas reconnaître le problème,
elle est responsable du changement de comportement. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt élégant, c'est un chouette film d'horreur. Pour compléter, parce que ça me fait penser à une autre œuvre, alors pour le coup c'est un jeu vidéo, mais qui a cette représentation plutôt... qui prend un contre-pied ce qu'on a l'habitude de voir à propos de la folie et surtout du trope, là, pour ce jeu vidéo, du trope de l'asile psychiatrique, c'est The Town of Light. Ah, je sais pas jouer. Qui est sorti il y a un bon bout de temps. Il est sorti sur PC en 2016 et il a eu une ressortie sur Switch l'année dernière. C'est un jeu qui prend pour cadre l'hôpital psychiatrique de la Volterra, qui est malheureusement connu pour les violences que l'administration, enfin que le staff faisait sur les patients. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça c'est l'asile et ce qu'il représente comme institution, qui est le propre de l'horreur. Et du coup, c'est vraiment une sorte de violence qui vient d'une institution et de la hiérarchie, et qui s'exerce contre des patients. C'est pas les patients qui sont le problème, c'est ce qu'ils ont subi. Et c'est intéressant parce que ce jeu, justement, ça se passe pas dans un asile où il y a plein de patients, etc. Ça se passe dans cet asile qui est abandonné. On voit le personnage qu'on incarne qui revient en fait sur les lieux de l'asile pour essayer de trouver finalement des réponses à des questions qu'elle se posait. Et je trouve que du coup c'est pareil, c'est une horreur dans les à-côté, enfin de ce qu'on voit normalement dans les œuvres culturelles. C'est vraiment le côté horrifique de l'institution et des violences médicales, et voilà, et pas de la maladie en tant que telle, pas des personnes malades en tant que telles, et ça c'est très bien aussi. Donc le jeu n'est pas, c'est pas un grand jeu parce que bon, la réalisation est faite par, enfin c'est un tout petit studio, etc. Mais l'idée est pareil, très 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 bonne. Bon, très chouette, je m'y pencherai alors. The Town of Light, ouais, la ville, c'est ça, la ville de la lumière. D'accord, Town of Light, mais je note, écoute, ça m'intéresse. Même si c'est pas parfait, la démarche est vraiment intéressante. Du coup, on va passer à la suite et on continue sur un bon film. Voilà, donc il s'agit de Mank et donc tu vas nous en parler également. Oui. Alors, Mank de David Fincher, c'est un film que je voulais regarder depuis longtemps, je l'avais laissé un peu de côté pour pas le bon moment. Le postulat m'intéressait parce qu'en fait, ça se focalise sur la création de Citizen Kane. Donc peut-être qu'il faut représenter Citizen Kane si vous ne connaissez pas, c'est un monument du cinéma qui était en fait une réponse d'Orson Welles à l'époque sur le yellow journalism, c'est-à-dire ce journalisme jaune. Et qu'est-ce que c'est le journalisme jaune ? C'est un peu le journalisme sensationnel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un peu qui joue avec l'hameçon, c'est vrai, des gros titres très tape à l'œil, mensongers, n'hésitant pas à caricaturer, c'est fatalement l'équivalent aujourd'hui français de CNews. Oui. Si on devait faire un peu un comparatif, voilà, à peu près ça. Et c'était cette réponse à ça. Et ce qui est fascinant avec Citizen Kane, c'est que le film est une énigme, la personne l'ayant réalisé, c'est aussi une énigme, Orson Welles, et surtout l'écriture de ce film. On n'a jamais vraiment su qui l'a écrit. Certains disaient que c'était Orson Welles lui-même. Ce qu'on sait un peu aujourd'hui, c'est que c'est plutôt Herman Mankiewicz, ou le très nommé Mank. Donc David Fincher, dans une démarche qui est très réalisateur américain, on l'a vu récemment avec Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, fait un de ses films pour continuer dans sa carrière, peut-être pour la clore. Non, je crois pas qu'il va. Je crois qu'il a prévu d'en faire d'autres. Va se pencher sur un âge d'or hollywoodien. Mais là où j'étais ressorti très déçu de Once Upon a Time in Hollywood, parce que j'aime pas trop Tarantino, donc c'était un film de Tarantino, et j'ai trouvé que c'était un film très vain, pour ce qu'il disait. Je vois le projet, je trouve pas que Tarantino l'a fait avec une certaine élégance. Mank, c'est une réussite totale. J'irais même jusqu'à dire, et pourtant j'adore le cinéma de David Fincher, que c'est peut-être son meilleur film. Parce que c'est en fait, ce qu'a fait Fincher, où il y avait son père à l'écriture, parce que c'est un film qu'il veut faire depuis longtemps, qui est en projet depuis longtemps, c'est que en se penchant sur la genèse de Citizen Kane, il a voulu faire son Citizen Kane. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces marques un peu classiques dans son cinéma, notamment cette approche très pathologique de ses personnages, qui sont très froids, très méthodiques, et en même temps
paradoxalement profondément humain. Oui. Et il va appliquer en gros ses tropes les plus ses préférés, même si j'ai pas trop vu l'utilisation du numérique, mais en soi dans Mank, mais on va retrouver ses tropes préférées dans un équivalent de Citizen Kane. C'est vraiment sa démarche de Citizen Kane. Et les parallèles avec Citizen Kane sont si ingénieux. Peut-être le seul défaut que j'aurais avec Mank, c'est qu'il faut connaître Citizen Kane. Mais après, bon. Mais après, c'est une réponse. Voilà, exactement. Bon, voilà, on peut dire, ça paraît logique. Évidemment, c'est peut-être pas le Fincher le moins accessible à mon sens, clairement. Mais de l'autre, c'était inévitable avec le projet. Et surtout, moi, ce que je note, c'est qu'il a réussi à reproduire la densité de Citizen Kane. Et je dirais même qu'il va plus loin. Parce que là où Citizen Kane avait sa densité de personnages, sa densité de scène, sa densité d'idées de mise en scène, Mank a tout ça, mais en plus va intégrer dans son film, il l'intègre merveilleusement bien, c'est pas juste name dropping, va intégrer toute la démarche du Hollywood de l'époque pour contrer la montée du socialisme et du syndicalisme sous Upton Sinclair. Vous avez un film qui parle de ça et c'est fascinant. Parce que c'est pas montré directement, mais vous allez voir comment les ficelles du Hollywood qui va essayer, dans son âge d'or, et pourtant son âge d'or déjà teinté de militantisme politique, parce qu'on voit la figure de William Hearst, qui servira de modèle. William Hearst, c'était le patron du journalisme jaune. En gros, c'est celui qui dirigeait le magnat de la presse, en fait. Et c'est ce qui a servi de modèle pour le personnage de Kane, dans Citizen Kane. Et vous allez la voir, on va voir ça, pas directement avec Hearst qui est présent, mais qui a très peu de scènes et qui justement renforce sa figure iconique et en même temps très malveillante sur la presse et sur le monde politique de manière générale. Et vous allez voir comment Hollywood tire les ficelles en fait, en utilisant le cinéma, en utilisant les scripts. Et c'est vraiment intéressant. C'est un film qui est d'une densité incroyable, un projet qui devrait être casse-gueule, comme l'était Citizen Kane, hein, un projet qui aurait dû être casse-gueule, mais qui parvient en 2h10 à évoquer une myriade de sujets. Je trouve que du coup, et c'est peut-être ça qu'il faut dire pour les personnes qui connaissent mal cette période de l'histoire, donc ces années 30, 40, qui est une période où tu as des connexions qui sont très très lourdes entre le politique et les productions culturelles de l'époque. Tout à fait. Et tu parlais de Upton Sinclair. C'est les années 30 et c'est le moment où de l'autre côté de l'Atlantique, du point de vue des États-Unis, on voit la montée du nazisme et qui se reflète du coup sur le contexte politique des élections des gouverneurs et notamment en Californie. Et c'est à cette période-là on a un renouveau d'Hollywood. Vous connaissez peut-être cette histoire avec les grands films des années 30. C'est vraiment le Hollywood qui commence à vraiment prendre des galons très très forts et qui fournit des films vraiment de grande qualité à l'époque. Et c'est intéressant de voir comme tu dis, cette densité, cette profondeur dans la texture du film qui brasse plein de sujets et qui comprend bien que tout est lié, mine de rien. En fait, la grande qualité de Mank, c'est qu'en plus, c'est une réponse satirique à Citizen Kane. C'est que même en fait, c'est une série de supercheries. Hollywood est une supercherie. Hearst est une supercherie. Orson Welles est une supercherie. Parce que c'est lui qui s'attribue, en fait. Le film prend un parti. Prend le parti que c'est Mank qui a écrit le film et c'est tout. C'est un parti pris avec lequel je suis plutôt d'accord. Moi, je pense que c'est ce qui s'est réellement passé, mais on n'est pas sûr à 100%. On n'est pas certain à 100%. Le film prend ce parti pris et nous montre en fait Welles comme ce jeune talent opposé au Mank qui est un écrivain vieillissant qui ne peut plus écrire politiquement comme il voulait parce que c'est pas le Hollywood actuel, donc il est en marge de ce qui se fait actuellement dans la production cinématographique. Il va à l'encontre, il est vieillissant, sombre dans l'alcoolisme, etc. Et donc c'est vraiment une succession de supercheries. Même Citizen Kane est une supercherie. Parce que fatalement, même s'il a un propos qui était vraiment intéressant, critique, etc., il s'avère que le film, en fait, le succès du film est marqué d'une amertume parce qu'on a volé le script. On l'a retravaillé, on l'a volé. Oui. C'est Hollywood en tant que monde des illusions. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'image, on a toujours ce côté un petit peu onirique de l'illusion, comme l'était Citizen Kane d'ailleurs. Une fois encore, il y a de véritables parallèles cinématographiques. Citizen Kane fourmillé d'idées.
Et Mank en fourmille aussi, mais il répond. Hmm. C'est vraiment une lecture presque méta de Citizen Kane, mais qui est si intelligente. Vraiment si intelligente. Et Enfin, je suis bluffé par ce film. Parce que du coup, quand on avait parlé, j'avais fait quelques recherches, j'avais regardé quelques images, etc. Mais c'est du coup quelque chose qui, en plus, visiblement, se remarque j'allais dire sur la pellicule, en fait, sur l'image en tant que telle, Exactement. avec ce côté très old school Le film est du film. Le film est en noir et blanc. Hmm. Et il est... En fait, il a ces démarches purement nostalgiques c'est du noir et blanc qui n'est pas comme à l'époque, parce que Oui. le grain est Tout à fait. trop clair. Tout à fait. Mais ce qu'il a pas, c'est là où je pense qu'il y a peut-être eu un peu d'utilisation numérique, je ne sais pas. Je suis pas du tout un professionnel dans ce genre de choses, hein, donc peut-être qu'il y a plein de petites maladresses, mais je suis pas un professionnel. Mais c'est qu'il parvient en même temps à reproduire l'image qu'on a dans notre esprit de ce type de cinématographie, en fait, de ce type d'éclairage. C'est vraiment très très bien fait. Et ça montre que, bon, mine de rien, tous les partenariats de Netflix sont pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que je pense que sans Netflix, il aurait été impossible pour Fincher de faire ce film. Oui. Parce que c'est très très critique d'Hollywood. Complètement. Et à travers cette critique du Hollywood de son âge d'or, du Hollywood où tout cartonne et finalement on pouvait tout faire avec le cinéma, mais c'est la critique du Hollywood d'aujourd'hui, en fait. C'est montrer les supercheries actuelles. Que finalement, rien tant que ça n'a changé. Oui. C'est s'attaquer au mythe de Citizen Kane pour montrer que un film comme Citizen Kane, qui ne pouvait pas être fait aujourd'hui, qui ne pouvait pas être fait à l'époque, qui posait problème, parce que rappelons que Citizen Kane, c'est peut-être un monument, considéré comme un monument du cinéma aujourd'hui, mais ça a reçu des critiques extrêmement négatives à sa sortie. Pourquoi ? Parce que Hearst manipuler la presse et manipuler Hollywood. Ça n'a pas été un carton, loin de là. C'est vraiment le genre d'œuvre, purement la démarche de l'artiste, qui ne connaîtra la consécration de ce long métrage qu'à partir du moment où il était bien avancé dans sa carrière, si ce n'est à sa mort. Complètement. Et là, à travers le fait qu'il est obligé de passer par Netflix, il y a même un commentaire qui se fait à partir de ça. Et Netflix a laissé carte blanche à Fincher, qui de toute manière avait, je n'ai pas vu la série, mais avait apparemment fait des merveilles sur Mindhunters. Oui. Donc, Netflix lui dit carte blanche, vas-y, fais ce que tu veux, et il a pu faire ce qu'il voulait, et ça donne un résultat vraiment intéressant. Je pense que c'est le film le plus intéressant que j'ai vu l'année dernière. Bravo. Et bravo à Fincher. Fincher, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt ok. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt ok de manière générale. Il a une cinématographie plutôt ok, voilà, on va dire. Plutôt ok. 6 sur 10. Bon, j'aime pas trop Fight Club, surtout que maintenant Fight Club c'est devenu un peu ce côté un peu oui, non mais on est d'accord, c'est cinéphile connard qui a un poster dans sa chambre. Mais force est de constater que Fight Club, mais Fincher c'est complètement il y a eu Fight Club et puis ensuite ensuite il est parti sur Seven, Zodiac, Hunger. Mais surtout il a vadrouillé entre les styles, etc. Et ça on peut pas lui enlever. Et donc c'est vraiment là une culmination particulière, enfin dans ce truc qui semble assez, manque, qui semble assez difficile à catégoriser, mais qui réussit quand même vraiment le pari qu'il cherche. Donc félicitations. Bravo David. Bravo. Passons à la suite, si ça te va. Alors, Mank, vous en avez probablement entendu parler. Mine de rien, parce que ça a fait quand même l'actualité. Ce film-là, je serais surpris que vous en ayez entendu parler. Ham on Rye, un film sorti en fin 2019, tout du moins qui avait été diffusé dans un festival de cinéma indépendant fin 2019 et qui avait bénéficié d'une sortie cinéma très timide évidemment, le 23 octobre 2020. C'est le premier film de son réalisateur, il me semble, qui est plutôt acteur. Et Ham on Rye, si vous connaissez votre classique de la littérature américaine, ça vous parle sans doute. Ham on Rye, c'est déjà Ham on Rye, c'est une expression, c'est pas une expression, c'est un plat aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent du jambon beurre, pour vous donner une idée. C'est aussi une référence au roman du même nom. Alors c'est pas une adaptation, mais un roman du même nom de, si je me souviens bien, Bukowski, c'est ça, qui était aussi un coming of age. Et bien évidemment, dès que vous voyez le mot Rye dans un titre d'œuvre, vous ne pouvez que penser à The Catcher in the Rye de Salinger, qui est un monument de la littérature coming of age américaine, donc récit initiatique, dont on a déjà évoqué dans La Traversée, donc je n'en reparlerai pas ici. Et donc c'est un film qui
un teen movie indépendant dont la narration se passe principalement par l'image. Il y a très peu de dialogue, c'est très compliqué. J'aurais même du mal à vous décrire le script, en fait. C'est dans une petite banlieue américaine, des jeunes lycéens qui vont faire un peu leur coming of age à travers un festival où les adolescents doivent s'habiller dans le style vestimentaire de leurs grands-parents. Et ils vont se balader en ville comme ça. Et vous allez avoir, c'est là où en fait le film passe de purement réaliste à travers, en dépit de son postulat un petit peu décadent, un petit peu fou, vers du réalisme magique, où va y avoir des événements un peu surnaturels qui vont avoir lieu dans la ville, et tout ceci est en réalité une métaphore du passage vers l'âge adulte, et surtout de la difficulté à aller à l'université, parce qu'il y a ceux qui vont aller à l'université et qui donc vont disparaître de la banlieue, et ceux qui restent et sont condamnés à errer toute leur vie dans cette banlieue américaine sans vie. Donc là, vous sortez votre cahier et vous cochez toutes les cases du bingo, œuvre américaine. La banlieue, check. Le coming of age, check. Les adolescents, check. Ce côté un peu surnaturel, mais en même temps bien ancré dans la réalité de la vie de la banlieue américaine, check, etc. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que vous avez ce jeu entre le coming of age avec des adolescents qui sont vraiment habillés comme à l'époque des années 40, donc les époques de leurs grands-parents, et ce décalage avec des ados très très modernes dans la manière de se comporter, dans la manière d'agir, dans la manière de communiquer, etc. Et je parle du mot communiquer, mais en fait, je vais plutôt parler du mot non-communication. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a très peu de dialogue et ça passe vraiment par l'image. C'est le genre de film où vous allez avoir un plan de 10 minutes. 10 minutes pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, les plans sont... Il y a cette fameuse théorie américaine où « every frame is a painting ». Donc, chaque plan est un tableau. Et bien, c'est le cas ici dans Hammond Ride. Et c'est plutôt réussi. C'est le genre de film qui passe ou casse. J'ai vu des critiques très négatives qui disaient qu'on se fait chier. Et effectivement, si vous n'êtes pas dans la démarche de ce genre de cinéma, vous allez profondément vous ennuyer. Si vous l'êtes, et j'ai tendance à l'être, c'est un film qui est vraiment intéressant, qui me parle parce que c'est un film qui ne peut exister qu'en film. Oui. Et c'est assez rare, mine de rien. C'est parce que le cinéma a souvent repose généralement sur son écriture, qui est fatalement quelque chose qui existe déjà à travers la littérature. Là, ça ne passe qu'à travers l'image. Le sens du cinéma ne se fait qu'à travers l'image, qu'à travers la cinématographie, qu'à travers la photographie également. Donc c'est vraiment la mise en scène, la manière dont sont filmés les personnages, l'ensemble de l'environnement, le cadre. C'est vraiment du cadre. Et vous avez une métaphore filée qui est plutôt sympathique, qu'on comprend pas forcément au début, mais cette idée du poisson rouge qui tourne dans son bocal. Et donc, l'histoire qui se répète, puisque le poisson rouge, effectivement, a sa mémoire très courte, ne réalise pas qu'il est dans un bocal enfermé. Ça sert de métaphore, tout simplement, pour expliquer cet enfermement dans la banlieue américaine qui appartient effectivement à la culture proprement américaine, mais qui semble hors du temps. Et c'est ça que je trouve très intéressant en fait dans ce que tu dis, parce que t'as fait, et ça refait écho à la première partie de cet épisode qu'on a tourné lundi à propos du réalisme magique. Et tu parlais, tu utilises le concept de réalisme magique pour évoquer Hammond Rye. Et je trouve ça très intéressant parce que dans le réalisme magique, que ce soit en Europe ou dans le américain, c'est ça, dans le sud américain, tu as cette idée de distorsion du temps, d'un temps qui peut être allongé de manière extrêmement artificielle. Oui, alors tout à fait. C'est littéralement 100 ans de solitude. Exactement, donc ça c'est le côté 100 ans de solitude. Et ou même dans le roman... l'immonde roman de James Cannon avec ce petit village des veuves qui semble hors du temps. Et puis tu as aussi le côté parfois de contraction du temps qui est son pendant opposé avec ce qui peut être genre des années et des années qui est contracté en quelques mots, en quelques instants. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un parti pris qu'on voit pas tant que ça, on va dire, dans le cinéma américain aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand on pense cinéma américain aujourd'hui et qu'on n'est pas trop fan de cinéma, comme c'est mon cas, on pense surtout au blockbuster. Donc, évidemment, je suis très biaisé. Mais du coup, ça paraît un concept très intéressant et je regardais, du coup, je faisais quelques recherches en même temps pour pouvoir discuter et je tombe sur l'article de Libé
qui sous-titre son article comme Ham on Rye à la faveur de l'ennui. Et je trouve que du coup, ça fait vraiment écho à ce que tu Oui, je le dis, vois. le côté très dans cette contemplation un peu lasse du monde et de l'adolescence. Mais, oui, à la faveur de l'ennui, mais le film est volontairement ennuyeux. Oui, bien Parce que sûr. c'est la vie ennuyeuse de ces personnages. Il y a un commentaire qui passe également à travers en fait, le rythme. Alors, je ne sais pas si l'idée critique le film ou pas du tout, mais l'adolescence, c'est aussi, mine de rien, le moment c'est l'entre-deux du passage à l'âge adulte. C'est cet âge ingrat où il commence à y avoir une réflexion sur son existence, sur le soi, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est le moment de l'ennui. Ah C'est oui, bien le sûr. pur moment de l'ennui, en fait. Et c'est ce que dit en fait Libé, là, je peux te lire du coup un D'accord. passage. Euh, il faut avoir l'air de s'ennuyer. Donc en parlant du fait que, en fait, comme tu le dis, l'adolescence c'est l'ennui et qu'on est plusieurs à s'ennuyer. Donc il faut Oui, avoir l'air de s'ennuyer et quelqu'un non loin pour s'ennuyer de ce spectacle renvoyé à l'ennui, etc. De sorte que tout le monde s'ennuie et tout le monde joue, performe l'ennui. oui, c'est ça. Et je trouve que Tout c'est à très fait. intéressant parce que ça renvoie vraiment, et notamment dans le contexte de la banlieue américaine, ça renvoie vraiment à un vécu très, très fort en fait, de ces jeunes qui, on le sait, hein, vivent dans des milieux qui sont suburbains, donc avec peu de distractions autour, comme nous on peut avoir en centre-ville. C'est ça. En France, hein. Donc nous on habite en centre-ville, donc c'est pour ça que je fais la comparaison. Et, euh, et ça me paraît très intéressant comme film parce que ça évoque encore une fois des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les objets culturels qui sont plébiscités. Le fait que la vie, bah, des fois, bah, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Et là, c'est vrai qu'il se passe rien dans le film de significatif. Il y a effectivement des événements surnaturels, mais c'est traité comme inattendu parce qu'ils ont vraiment leur sens métaphorique. On comprend le sens tout de suite, mais c'est le but en fait. Euh, et, euh, et donc oui, c'est un film qui est vraiment intéressant, très minimaliste, volontairement minimaliste, Mm. mais intéressant. J'aime beaucoup la démarche. Je suis curieux de voir qu'est-ce que va nous proposer en fait ce réalisateur à l'avenir. J'aime beaucoup son sens de l'intersexualité sans trop en faire des caisses. Mm. Vous comprenez, je veux dire, pour un lecteur, pour un spectateur américain, Ride, ça va à la fois parler du roman de Bukowski, récit initiatique, et de Catcher in the Rye. Donc, Oui, bien sûr. c'est quoi déjà? L'attrape-cœur en C'est français, ça. l'attrape-cœur. Donc, ça va lui parler immédiatement, mais c'est plutôt dans la manière dont tout ceci va être incarné, représenté. Mm. C'est chouette. Donc C'est un chouette c'est film, une un chouette petit film. recommandation. Pas parfait, mais un solide 7 sur 10, s'il fallait mettre une C'est note. clairement une recommandation. Oui, c'est une recommandation, tout à fait. Eh bien, bravo. Donc on va arriver à l'ultime œuvre donc de cet épisode. On va finir dans les temps. Il s'agit donc cette fois-ci d'un film chinois que tu as vu, Xianghe Guren, si ma prononciation du chinois n'est pas trop mauvaise, Elle sera probablement toujours mieux que la mienne. Parce que ça, j'aurais été pas capable de le dire déjà. et qui a été traduit en français par Au-delà des montagnes. Je te laisse du coup parler de ce film. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'un film polar chinois que j'avais énormément, beaucoup aimé, j'avais trouvé très intéressant, qui était, alors le titre original c'est Dandley, mais il me semble que c'est Petite Sœur. Il faudrait regarder à nouveau le sommaire du podcast où j'ai vraiment marqué le truc, mais je crois que c'était ça, oui. Oui, Petite Sœur, enfin tout du moins c'est Dandley, le titre original, ça c'est certain. Et ce que j'avais plébiscité dans ce film, en dehors de son approche vraiment intéressante, tranche de vie, policier, etc., c'était le fait que ça se passait en 99. Et donc c'était la Chine qui rentrait dans un ère beaucoup plus capitaliste, toujours en restant sous son régime communiste bien sûr, mais dans cette Chine qui se mondialise et prend en main le moyen de surproduction, etc. Donc il y avait cette inquiétude d'une Chine qu'on n'allait peut-être pas reconnaître. Au-delà des montagnes, part de ça à travers 3 grandes époques, le passé, le présent et le futur de ces personnages. C'est un très grand film. C'est un film qui a été plébiscité à Cannes. Je crois qu'il n'a pas eu la palme, mais il a été quand même très très plébiscité. Et pour toutes les bonnes raisons, c'est vraiment un très 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 grand film. Vous allez suivre en fait la vie de 3 personnages, qui est en fait un triangle amical faussement amoureux, où en fait, la fille va devoir choisir entre les 2 garçons, et il y a un choix qui va se faire. Et vous allez ensuite suivre sa vie dans une Chine en profonde mutation, et une Chine qu'elle ne reconnaît absolument pas.
Et tout va se jouer là-dessus, parce que quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant pour représenter ce passé, présent, futur, ce n'est pas la même cinématographie. Ouais. C'est une cinématographie évolutive, une photographie évolutive qui change au fur et à mesure pour représenter cette mutation. J'ai pas envie de vous en dire trop. Parce que je vous encourage vraiment à regarder ce film. C'est 2h10. C'est vraiment pas long. Mais c'est profondément intéressant, surtout que ça présente un visage de la Chine un peu à l'image de d'Anglais, dans lequel on n'est vraiment pas familier en Occident. Oui. Bah, déjà, enfin, force est de constater que, de manière générale, en Occident, on connaît très peu de la Chine, et de voir en fait Oui. ce panorama, comme tu dis, de la Chine sur plusieurs époques, entre guillemets, on va dire, le moment où la Chine est vraiment dans sa renaissance, on va dire après, avec l'époque très Mao Zedong, puis ensuite la transformation de l'économie en économie capitaliste sous Xi Jinping, et visiblement le futur qui est évoqué dans la troisième partie. Il y a un côté qui lie vraiment, encore une fois, les personnages au temps historique qui passe, et en plus à l'esthétique de la caméra, du montage qui s'aligne avec tous ces éléments. Et ça paraît vraiment du coup intéressant, oui. Mais surtout qu'en fait, c'est un film qui, sur un quart de siècle de la Chine, va essayer de dresser un portrait social très intimiste à travers le personnage en fait de Tao, qui est cette jeune fille dont on va suivre les pérégrinations, et de cette jeune fille qui en fait se pose la question de comment puis-je trouver ma place dans une Chine qui n'est pas celle dans laquelle j'ai grandi. Et vous avez même, alors ça c'est quelque chose que j'ai lu, même si je l'ai un peu entendu, mais je peux pas vraiment prononcer, ne maîtrisant pas le mandarin, etc. C'est que même le langage évolue. Et il y a une distorsion entre la langue que parle Tao et la langue des autres personnages autour d'elle. Et ça, parce que c'est marrant, on parlait de Amon-Ra, qui justement est un film qui repose sur sa non-communication. Et là, on a un film dont le propos passe partout, l'image, le script, mais également la langue qui est utilisée. Il y a du chinois traditionnel, il y a du chinois simplifié, etc. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Je sais que c'est une réalisatrice qui est de toute manière très, très bien vue, mais beaucoup disent que c'est son tour de force, son magnum opus, en fait. Et la grande force de la conclusion, c'est que le futur n'est pas différent du présent. Sans en dire trop. Parce qu'il y a un lieu qui prend place, il n'y a pas que la Chine, mais vraiment ce futur déshumanisé qui fatalement ressemble au présent. Et en même temps, cette glorification du passé. Parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas un portrait façon documentaire, ça reste un portrait du point de vue de Tao. Donc il y a effectivement cette idée de glorification du passé, nostalgie qui rentre en jeu. Donc c'est pas non plus one note, c'est un film qui aborde plein de choses, et à l'image de Mank, sur un sujet complètement différent, parvient à dresser un quart de siècle de Chine en 2h06. Et ça, c'est vraiment très très impressionnant. C'est parce que tu évoquais le changement linguistique, et je voulais rebondir un peu dessus. Là, du script que je lis, tu as ce passage des personnages, cette transition vers l'Est des personnages. On commence visiblement dans ce qui fait référence à l'histoire de Chine aussi. Oui, tout à fait. Il y a un microcosme en fait à travers le prisme de Tao de l'histoire de Chine. C'est ça, parce que là, de ce que je vois, en fait, Tao est originaire donc de la province de Xiangxi, qui est donc en fait c'est pas le centre de la Chine, mais c'est quand même l'arrière-pays. On n'est pas non plus sur le littoral, etc. Donc on a ce côté très très rural, et de ce que je vois, il y a cette transition dans la province de Hebei qui est une province connue en Chine, en fait, pour être une zone qui s'est vraiment développée économiquement avec des mines, avec une industrie de charbon et autres, Tout à fait, ouais. et qui est proche de la capitale, donc qui est plus proche des influences qu'on a pu avoir de la part de l'Occident, parce que ça rayonne depuis la capitale.
Et, Ouais. et donc oui, je comprends la logique du changement linguistique parce que sous l'influence des mots anglais, etc., la langue change. Tu as des mots qui disparaissent. Et, euh, et ça paraît vraiment intéressant dans la mesure Mais où... tout le parallèle avec certains pays à la fin. C'est ça. Et tu disais que c'est vraiment genre le portrait d'une Chine, un portrait social à partir de personnages, de ces trois personnages là qu'on voit évoluer. Et je trouve que ça, c'est aussi un moyen dans les œuvres culturelles qui est vachement cool, d'utiliser une caméra, une narration vraiment à hauteur humaine pour décrire en fait l'environnement autour et comment cet environnement influe sur ces personnages. Changements, des événements qui dépassent Exactement, l'entendement pour ces personnes. complètement. Littéralement des montagnes à franchir. Et donc, voilà, je veux dire, on finit sur, sur un film Soda excellent. Kenke. C'est un film excellent. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Moi, en fait, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma vidéothèque. Je l'avais trouvé dans un petit magasin d'occasion à Rennes. J'avais trouvé le Blu-ray pour 2 €. Et ça faisait longtemps que je devais le regarder. Puis je me suis enfin décidé, allons-y. Et je n'ai pas regretté. C'est un excellent visionnage. Je suis content d'avoir le Blu-ray de ce film. Très intéressant. Et voilà, on voit quand même que le cinéma chinois a vraiment des petites pépites. C'est un cinéma riche et je suis très contente qu'on en parle dans La Traversée parce que ça nous évite de toujours nous concentrer sur les mêmes zones culturelles et géographiques. Et je trouve que c'est important pour justement avoir une vision comparée et comparatiste du monde culturel. C'est bien de se frotter à d'autres représentations du monde. Et c'est pour ça que on parle souvent du côté militant et très politique finalement des œuvres dans La Traversée, et je trouve que c'est une bonne chose que le podcast aussi essaye d'être dans cette lignée-là et de favoriser la diversité de ce qu'on explore. Bien sûr. Et donc, je ne peux être que ravi qu'on parle de cinéma, d'œuvres de manière générale asiatique. On essaiera et j'essaierai de continuer dans cette lancée, à explorer des choses qui viennent d'autres cultures. C'est très très bien. Eh ben, formidable, c'est une merveilleuse conclusion sur laquelle se terminer. Surtout qu'on est dans les temps, on va pouvoir regarder le State of Play. C'est ça, alors pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, merci beaucoup. J'espère que cette grosse heure et demie a été plaisante. Le planning, on le rappelle, c'est un planning extrêmement riche pour disons, on va dire les prochaines semaines. On a tout à l'heure, dans 20 minutes, là, le State of Play qu'on va commenter ensemble avec Bernotte. On aura le podcast Zelda, puisque l'épisode de Majora's Mask devrait arriver normalement dans une grosse semaine. Oui, c'est ça, tout à fait. Il est possible, si je ne m'abuse, qu'on stream peut-être, je ne sais pas. La semaine prochaine, le Nintendo Direct, le Smash Direct, on va dire. Le Smash Direct pour les personnages, non pas que les personnages nous intéressent plus que ça, mais c'est toujours plaisant de voir Sakurai parler de jeux vidéo. C'est généralement un bon moment. C'est pas sûr qu'on le stream, mais ça ne dérange pas de le faire, donc pourquoi pas. Oui. Il y a Pokémon Direct demain, on l'aurait volontairement streamé, ça dure 20 minutes, mais je peux pas. Nous ne sommes pas là. Je suis pas là. Et à plus long terme, on aura donc l'épisode de La Traversée dans 2 mois, pile j'espère cette fois-ci, puisqu'on aura pas mal de choses à évoquer. Ce sera les mois de février, mars, et on débordera sûrement sur avril un peu. Et je précise aussi, parce que c'est une discussion qu'on a eue en off, il est possible qu'on divise les épisodes en 2 comme on a fait pour cet épisode-là, parce qu'on trouve que les discussions qu'on a sont quand même très intéressantes, et ce serait dommage de chercher à aller trop vite. Ce serait dommage d'être limité. J'ai bien aimé ce film, voilà, c'est super. Ça serait dommage. Bon. Et pareil, ça fait qu'on est superficiel, qu'on peut pas évoquer les choses très importantes dedans, comme on a essayé de le faire ici. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que dans l'optique, on reste quand même sur un format d'un épisode, d'une seule session, mais que si on a l'impression qu'il nous faut plus de temps, on divisera les épisodes sur le moment, quoi. On n'hésitera pas, tout à fait.
Voilà, du coup, je vous remercie. On va arrêter cette VOD et de toute façon, Oui. on va la relancer directement, enfin, dans quelques minutes On pour. fait ça les 5 minutes, le temps d'aller C'est chercher ça, une bouteille exactement. d'eau. Petite pause et on relance. Donc, n'hésitez pas à rester sur la chaîne si ça vous intéresse de voir le State of Play avec nous. Et merci beaucoup. À tout de suite. Tout de suite.